J'étais pas rentré dans la banque pour faire carrière, j'étais rentré dans la banque pour apprendre. Découvrir le Maroc, c'était pour moi la facilité à travers la banque. Ce qui m'a le plus dérangé, c'était de descendre de statut. Je passais d'un statut de super salarié avec des bonus de fou à un statut d'entrepreneur qui doit savoir comment il va payer ses employés, comment il va développer son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on reçoit Karim Ammour, un entrepreneur marocain exceptionnel. Data, technologie, immobilier, santé, il a lancé de nombreuses entreprises à succès. Dans cet épisode, il nous raconte son parcours de A à Z et il nous donne tous ses conseils pour entreprendre au Maroc. On a enregistré cet épisode très spécial à l'occasion du Deep Tech Summit organisé par l'UM6P. Dans l'eau de ce que j'ai vendu, je me suis planté lamentablement 5 fois. Il faut véritablement, dans ton parcours d'entrepreneur, tu acceptes que le plantage soit une partie de ton équation d'entrepreneur. Et ça, c'est la plus grosse erreur que j'ai fait dans ma vie d'entrepreneur. Karim Ammour, bienvenue. Merci. Très content de te recevoir. Écoute, c'est un plaisir pour moi. Je suis ton podcast depuis qu'il est son inception. Et je trouve que les invités que tu as eus dans ton podcast et la diversité nous a permis d'être super inspirés et à tous les niveaux. Quand j'en parle autour de moi, on me dit inspirant, inspirant, inspirant. Chaque fois, c'est les expressions qui ressortent de ton podcast. Et je pense que si c'était ça ton objectif, tu l'as atteint. Merci beaucoup. Franchement, ça me fait vraiment très 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 plaisir venant de toi et vraiment ça me fait super plaisir. Je suis très content que ça te plaise et merci pour ces mots. Ce qui est marrant, c'est que ça fait plusieurs mois que j'ai envie de t'inviter sur le podcast. Tu étais dans ma liste d'invités vraiment qu'il fallait absolument que j'ai. Ah oui? Que- Pour quelle raison? Parce que j'aime les sujets tech, j'aime les sujets deep tech. J'ai vu que tu créais beaucoup de contenu pour vulgariser un petit peu ce que tu faisais, raconter. J'ai vu que tu avais lancé aussi une entreprise tech récemment qui est super intéressante. Donc, j'aimais beaucoup ce que tu faisais et je sais que tu es dans l'écosystème. Et donc, voilà, je voulais te recevoir. Et ce qui est marrant pour raconter l'histoire, c'est qu'on s'est rencontrés dans l'avion. Donc, on s'est rencontrés dans l'avion. C'était pas prévu. On a discuté avant de monter dans l'avion. Et il se trouve qu'en montant dans l'avion, on était à côté. Oui, en plus. Donc c'était ça aussi qui était marrant. Donc, on a quasiment fait un podcast dans l'avion. Moi, je t'ai posé des dizaines de questions. Et voilà, et je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse la version enregistrée. Et plein de nouvelles choses dont on n'a forcément pas parlé la dernière fois. L'autre chose qui est spéciale, c'est qu'aujourd'hui, on est à Ben Guerir. On est au Deep Tech Summit, euh, organisé par l'UM6P. Là, c'est la fin de la première journée. Une super journée très intéressante. Et voilà, aujourd'hui, le but, c'est de parler de ton parcours, parler de tech, parler de deep tech, comprendre comment tu es arrivé à la tech, qu'est-ce que tu fais actuellement aussi dans ce domaine, parler de ton livre, Renaissance Now, que tu as lancé récemment, avoir tes conseils un petit peu pour les entrepreneurs. Tu m'as dit que juste avant le podcast, tu étais avec des entrepreneurs et vous discutiez de tous ces sujets. Donc voilà, ça fait beaucoup, mais c'est un petit peu le programme, les sujets dont j'aimerais parler avec toi. Écoute, avec plaisir, dans la limite de mes connaissances et de mon expérience, avec grand plaisir. Est-ce que je peux commencer par te laisser te présenter? Oui, alors moi je m'appelle Karim Ammo, je suis né à Berne en Suisse, donc c'est pas un endroit très connu. J'ai évolué beaucoup en Europe, un petit peu entre le Maroc avec des sauts de puce et l'Europe, et après j'ai été travailler aux États-Unis, puis dans d'autres pays dans le monde, avant de rentrer au Maroc à l'âge de 27 ans, en n'ayant pas une grande connaissance du pays, en ne sachant pas beaucoup de choses sur les mécanismes économiques. Et quand je suis rentré, mon père m'avait demandé un jour au téléphone en me disant: «Mon fils, il faut que tu rentres», et je me suis dit: «Bon, pourquoi pas?» En fait, j'avais eu une expérience malheureuse dans la boîte dans laquelle je me trouvais et c'était peut-être le moment de changer, et donc je me suis dit: «Je vais essayer», et je suis rentré. Et quand je lui ai posé la question, lui qui connaissait bien l'écosystème puisqu'il était entrepreneur, fils d'entrepreneur lui-même, j'avais son avis était important pour moi. Et je lui dis: «Écoute, papa, en réalité, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour découvrir l'économie marocaine le plus vite possible?» À l'époque, j'avais déjà cette notion du scale. Ouais. Je voulais aller vite, prendre pas longtemps C'est pour quoi la meilleure entrée c'est-à-dire dans trouver la meilleure voie, le meilleur go-to-market? voilà, le meilleur go-to-market pour découvrir et savoir un peu comment ça se passait, c'était quoi les codes, comment il fallait les apprendre. Il m'a dit: «Écoute mon fils, j'ai une possibilité, je te conseille d'aller dans une banque». Je dis: «OK, quelle banque tu me conseilles?» Il me dit: «Je te conseille la Société Générale».
Je fais coucou d'ailleurs à tous mes anciens collègues de la Société Générale Maroc. Je suis rentré à la Société Générale en stage. Et je venais d'un environnement où je gagnais outrageusement bien ma vie, puisque j'étais dans le domaine du trading de l'énergie, notamment du pétrole et du gaz. Et à mon âge, j'étais dans une position de happy few où on a cette chance de gagner bien sa vie. Et puis, je suis retombé à un salaire modique de stagiaire, mais ça ne m'a pas dérangé parce que je n'étais pas rentré dans la banque pour faire carrière, j'étais rentré dans la banque pour apprendre. Ok. En fait, de facto, il fallait que je sache comment j'allais pouvoir, dans quel créneau j'allais pouvoir m'engager. Et puis, chemin faisant, dans la banque, je me suis familiarisé avec l'environnement de l'informatique de la banque. Je suis passé par tous les services, le service des crédits, le service du contrôle, etc. Et celui qui m'a le plus interpellé, c'était le service informatique. Or, depuis que je suis petit, j'ai une espèce d'appétit pour la découverte, Ok. pour la recherche. Je lisais beaucoup de BD de Strange, de BD de science-fiction. Quand j'allais en colonie de vacances, j'étais un de ces chanceux parce que, faut dire la vérité, je suis né dans une famille de gens aisés. Donc, j'avais cette chance de pouvoir aller dans des endroits pour les colonies de vacances. Alors, je m'amusais. Il y avait des bouts de bois et je mettais des abeilles sur le bout de bois et j'essayais de les faire monter. Et puis, à un moment donné, cruellement, je leur enlevais un bout de laine pour voir si elles avaient réagi à cette une cruauté inouïe d'un enfant de 7 ans. Et, et comme ça, je me suis pris au jeu à essayer d'apprendre ce que c'était, de découvrir chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau. Les premiers Betamax, c'est moi qui ai montré à mon père comment il fallait les utiliser. J'avais à peine même pas 12 ans. Les fameux énormes machines où on mettait les cassettes vidéo pour voir les films vidéo sur des bandes. C'était à l'époque, c'était waouh, c'était le truc. Donc, j'ai toujours Tu as vécu. toujours voulu comprendre, Voilà, découvrir. c'est cet esprit de découverte, de curiosité qui m'a animé. Et donc, découvrir le Maroc, c'était pour moi la facilité à travers la banque. Et quand je suis arrivé au service informatique, là, je suis tombé amoureux. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà un environnement où on produit des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire de la data, et où on crée de la richesse avec. Et comme je travaillais dans un environnement où on travaillait sur la data, mais à l'époque, c'était à l'époque des telex, où on envoyait des telex pour prendre des positions sur 250 millions de dollars sur un supertanker qui allait sur le spot de Rotterdam pour être vendu 2 ou 3 fois avant d'arriver à destination. Donc, pour moi, c'était la découverte des grands mainframes de type IBM 3480. Et à l'époque, la banque en était équipée. Et donc, j'ai découvert ce monde. Et puis, au bout de 6-7 mois, j'ai décidé de partir parce que je ne me voyais pas faire carrière. Mais comme j'avais appris un peu le métier de la banque, je me suis dit: «Faut que tu crées quelque chose dans la banque». Ok. Et puis je me suis retourné vers le marché. J'ai cherché évidemment un environnement où je pouvais démarrer. Et il se trouvait qu'il y avait une petite société et qui était logée pas loin de là où mon père travaillait. Et cette petite société faisait des machines à affranchir, c'est-à-dire des machines à mettre des timbres. Donc, c'était une machine, tu mettais une enveloppe et puis tu sortais de l'autre côté, il y avait un timbre tamponné et c'était accepté par les autorités postales. Et cette société était en vente. Elle appartenait à un groupe français, toute petite société minuscule. Bon, avec quelques économies, j'ai racheté ce truc. Et puis, ça m'a permis de rentrer dans les banques parce que ces sociétés installaient des machines dans les banques qui étaient derrière les grosses machines qui faisaient le pliage des extraits de compte bancaire qu'on envoyait aux clients. D'accord, c'était les mêmes machines qui faisaient ça. Oui, ça s'appelait des machines de mise sous pli à l'époque. D'accord. C'était grosses bécanes où tu imprimais des documents, tu les pliais, tu les mettais dans une enveloppe et puis l'enveloppe partait au client. Donc, il y avait un côté mécanique, robotique, et il y avait un côté sécurité parce que le client, c'est son extrait de compte, s'il se balade partout, t'es mort. Donc, j'ai commencé comme ça en mettant ces machines-là que j'avais derrière les grosses machines. Et je suis rentré petit à petit dans l'environnement bancaire en remontant la chaîne de valeur. C'est-à-dire, partie de la petite machine que tu mettais derrière pour tamponner automatiquement les enveloppes, à la machine qui faisait la mise sous pli, à la machine qui imprimait. J'avais un partenariat à l'époque avec Xerox, je me souviens. Et après, en montant dans les sites centraux, dans les mainframes, comment domestiquer la donnée. C'est comme ça que je suis rentré dans... Donc tu es rentré par cette porte-là et tu es monté entre guillemets dans la chaîne de valeur jusqu'à la data en fait. Oui, oui, oui. D'accord. Et si on revient sur
Cette entreprise que tu as rachetée, donc tu as 27 ans, Oui. comment ça se passe? Est-ce que c'est pas, ça t'a pas fait peur de reprendre une entreprise? Comment tu as réussi à le faire? Comment ça s'est passé? Alors, ce qui m'a le plus dérangé, ce qui m'a le plus, affecté, c'était, de descendre de statut. Parce que je passais d'un statut de super salarié avec des bonus de fou, à un statut d'entrepreneur, qui doit savoir comment il va payer ses employés, comment il va développer son chiffre d'affaires, comment va et puis surtout que j'étais venu, à l'époque, j'étais en délicatesse avec la boîte qui me devait de l'argent, donc ça s'est pas très bien passé. Donc je suis venu quasiment avec rien, donc j'avais pas beaucoup et quand je suis, rentré donc je travaillais à l'arrache presque, où j'allais dans les ateliers, je travaillais avec les ingénieurs qui travaillaient sur les machines et donc je participais à la vie et puis, je me suis aperçu qu'en réalité, le monde de l'entreprise, quel qu'il soit, c'était pas le monde que je connaissais avant où tu faisais des transactions inouïes sans voir même le client. C'était des opérations Là, triangulaires, c'est de l'humain, c'est trop 100 de payées. l'humain, Là, c'est que de l'humain c'est que de l'humain. et je me suis dit: «Il faut que tu cultives ta capacité à dialoguer avec l'humain» et puis je me suis pris d'amour pour l'humain et j'ai appris l'humain. J'ai appris, en me lisant plein de bouquins parce que j'étais très curieux encore une fois, donc j'arrêtais pas d'acheter des livres, sur le développement personnel, sur des choses comme ça et puis j'ai appris comme ça. C'est marrant parce que je pense que c'est une erreur que j'ai fait aussi, je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est que parfois on veut faire des stratégies, utiliser des techniques, des outils, être un petit peu dans son coin en train de stratégiser, de faire, et cetera. Et parfois, tout ça, en fait, ça peut être moins impactant que parler à une personne ou 2 ou discuter avec des gens qui savent ou qui vont t'expliquer ou débloquer le problème. Donc l'humain, c'est tout, quoi, c'est hyper important. Et qu'est-ce que tu as appris, dans à ce moment-là, mais aussi dans ta carrière en général, sur l'humain, sur comment, travailler avec les gens, comment, voilà, comment savoir, travailler en communauté, collaborer avec les autres, manager, et cetera? Alors moi, j'avais appris très tôt, aux États-Unis avec un grand coach qui était mort, qui était un philosophe, il était un entrepreneur philosophe, qui s'appelait Jim Rohn et qui a donné un leg à un gars qui a été super connu, que j'ai suivi aussi longtemps, qui s'appelait Tony Robbins Ouais. après, puis d'autres coachs. Et Jim Rohn disait un truc qui m'a toujours marqué. Il disait: «Your network is your net worth». Your La net valeur worth is your relative, net worth. c'est-à-dire la valeur de ton network et ta valeur. Ouais. Ça veut dire que en fait, tu es dans un environnement où tu peux avoir ce que tu veux, c'est l'humain qui compte. C'est la manière dont tu abordes l'humain, c'est la manière dont tu discutes avec les gens autour de toi, c'est la manière dont tu t'en fais des alliés, c'est la manière dont tu les écoutes parce que, il y avait aussi, cette culture de dire qu'on est beaucoup quand on veut avoir de l'humain, alors tu as plusieurs profils de personnes. Tu as des personnes qui prennent toute la place, tu as des personnes qui savent, écouter et tu as l'entre les 2. Ce que j'ai appris dans ma vie et si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs pour faire une parabole, c'est qu'il faut savoir beaucoup écouter et cette écoute active, tu vois, il y a quelques minutes, j'étais avec la cohorte du M6P, qui est basée à Station F en France, qui sont des deep tech entrepreneurs de très, très grande valeur et en abordant la réunion avec eux, parce qu'ils avaient, j'avais déjà rencontré à Station F, puis ensuite, on les a reçus à la CGEM pour, un petit peu les mettre en face des fédérations avec lesquelles ils voulaient travailler, la fédération de l'agroalimentaire, de la fédération de la pharma et d'autres fédérations, puisqu'on en a 27 à 37 à la CGM. Et en rentrant, je leur ai dit: «Écoutez, je n'ai rien à vous apprendre. Vous êtes tous tabarak alikoum, des gens de très, très haute volée. Par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on ait une conversation. C'est que j'apprenne autant de vous que vous appreniez de moi. Et donc, je vais ouvrir mes oreilles, d'abord à vos questions, et puis je vais essayer de comprendre avec vous, on va essayer de se comprendre sur comment on peut défendre notre métier de deep tech entrepreneurs, qui est un métier particulier, où les temps de sortir une technologie sont beaucoup plus longs, les temps de maturation du marché pour comprendre la technologie qu'on sort sont beaucoup plus longs. Et donc, ça reste, pour revenir à ta question initiale, ça reste de l'humain. Et c'est à travers ça que tu peux te déployer. Quel que soit ce que tu vas vendre, tu transfères une émotion. C'est d'abord un transfert d'émotion, d'abord une question d'hommes et de femmes. Évidemment, quand je dis d'hommes, entre,
entre Bina Kausen, il faut mettre la femme. C'est dans cet environnement-là que tu évolues. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris petit à petit à me faire des amis, des clients qui devenaient des amis. Il y a une question de confiance, il y a des dogmes qui s'installent dans ces environnements où, tu vois, par exemple, j'ai démarré dans les banques, il y avait les compagnies d'assurance, il y avait les sociétés de télécom, il y avait la sécurité nationale, la défense. Donc, tous ces environnements-là sont des environnements où l'information a beaucoup de valeur et où tu as des institutionnels qui sont assis sur des dynamiques de business qui sont bien enclenchés. Donc, à la limite, ils n'ont pas besoin de toi, ils ont 10 technologies à leur disposition. Ce qui va faire la différence, c'est la crédibilité que tu peux leur amener en leur donnant des techs qui peuvent correspondre à d'autres qui pourraient acheter en alternative, mais que toi, tu peux leur proposer en ayant the last mile, c'est-à-dire la capacité de les rassurer. Je pense que dans une transaction business, quelle qu'elle soit, le premier fondamental, c'est le trust, c'est la confiance. Et quand tu as quelqu'un qui a un très haut niveau de décision, qui voit un mioche de 27 ans ou 28 ans, qui vient lui proposer une solution à 20 millions de dirhams de l'époque, et qui lui dit « Ok, je vais te prendre », c'était le cas de Lerhmo Abdeltif Al-Araqi à la Banque Populaire. Il m'a reçu pour mon premier gros contrat, et il m'a dit « Écoute, je travaille avec ton concurrent depuis des années, je vais le changer, je vais te faire confiance. » Je lui ai dit, mais pourquoi tu vas me faire confiance? J'ai trouvé que je le connaissais de par ailleurs, mais tout le monde connaît tout le monde dans ces environnements. Je lui dis, pourquoi tu veux me faire confiance? Il me dit, parce que je veux te donner ta chance. L'Erhmo, et je reconnais que c'était un homme qui a contribué à mon kick-off. Il m'a dit, parce que mes collaborateurs m'ont rapporté qu'à un moment donné où ils étaient en panne avec les technologies qu'ils utilisaient, tu as envoyé tes techniciens et tu as passé la nuit avec eux pour réparer la panne. Et pour moi, ça veut dire que je peux te faire confiance. C'est la confiance. Alors qu'on t'a rien demandé. Tu n'étais pas payé. Tu l'as fait pro bono. Il ne m'a pas dit pro bono exactement en ces termes, mais tu l'as fait gratuitement. Et pour moi, ça a été un élément d'appréciation que j'ai aimé. Et puis voilà, tu es jeune, place au jeu. Ouais. Non, mais ce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, ça ouvre plein de portes. Le sujet du trust est très intéressant. J'ai l'impression que, et je veux bien ton avis sur ça, j'ai l'impression que encore plus aujourd'hui, où la technologie est plus disponible, où parfois on reçoit des mails, on regarde les réseaux sociaux, on ne sait pas si c'est écrit par de l'IA ou par un humain, ou parfois on est souvent derrière un ordinateur. J'ai l'impression qu'en fait le trust devient de plus en plus important et que finalement peut-être que le fait de revenir à l'humain, c'est un edge dans un monde très technologique. Alors là, tu sautes directement sur l'objet de mon livre, mais on va rester dans la vraie vie. Et il y a beaucoup de... Et voilà, c'est contre-intuitif en fait. Mais c'est intéressant, je trouve. Oui, aujourd'hui, on le sait avec les deepfakes, etc. D'ailleurs, si tu te souviens bien, l'année dernière, dans le programme de Davos, ils avaient mis en priorité, évidemment, la sustainability, le climat, et puis ils ont inversé, et ils ont mis le deepfake en premier, parce qu'ils ont considéré, à l'avènement, à l'inception du deepfake, que c'était plus important d'en parler, parce que les élections américaines allaient arriver, qu'il y avait dans la même année 40 élections dans 40 pays, et qu'il fallait impérativement parler de ce problème de deepfake qui posait un sujet. Et dans mon livre, par exemple, je raconte une scène surréaliste, mais surréaliste en réalité, qui est celle d'élections américaines qui se passe. Et je raconte l'histoire de deux opposants qui s'opposent dans des élections. Et finalement, il y avait tellement de deepfake autour d'eux que plus personne ne pouvait faire confiance à personne. Ni celui qui avait plus d'argent pour en faire, ni celle qui avait un peu moins d'argent mais qui en faisait quand même, mais qui faisait que celui qui subissait le deepfake était accusé de choses qu'il n'avait jamais fait. Donc, finalement, dans le livre... C'est le deuxième du prisonnier un peu. En fait, c'est un piège où si tu rentres dedans, tout le monde perd. C'était l'occasion de dire, il faut un arbitre.
C'est un peu comme dans la blockchain. Pour ceux qui connaissent la blockchain, c'est le moyen c'est une architecture de comptabilité distribuée. C'est-à-dire que tu loges l'information dans différents ordinateurs qui sont, c'est l'objet d'ailleurs du Bitcoin, du Ethereum et d'autres crypto-monnaies. C'est le fait de pouvoir sécuriser avec une absolue certitude le fait que ton information est protégée parce qu'elle est distribuée. C'est ça le principe. Bon, là, dans le cas du deepfake, par exemple, tu n'as pas cette certitude parce qu'on t'en balance des vidéos, on te balance des statistiques, on te balance des choses, on te balance des interviews que tu n'as jamais faites, on te balance des phrases que tu n'as jamais prononcées, des posts que tu n'as jamais faits. Et comment on sait si tu les as fait ou pas? Ce qui est marrant, c'est que la personne qui a la plus belle boîte d'IA aujourd'hui, c'est-à-dire le fondateur de la plus belle boîte d'IA, c'est-à-dire Sam Altman et OpenAI, a aussi monté un projet sur exactement ça. J'ai plus le nom de la boîte, mais je crois qu'il faut aller dans des endroits. Il a lancé ça dans différentes villes. Je pense que c'est Sam Altman. Je veux pas dire une bêtise, mais je suis quasi sûr que c'est lui. Et en fait, je crois qu'il scanne ta rétine et qu'ensuite, ça permet d'identifier ou pas si c'est effectivement toi qui as écrit quelque chose ou autre. C'est vraiment pour t'identifier dans un monde où il y a de plus en plus de deepfake, Alors, de fake. lui, il s'est intéressé à 2 techs. Celle-ci, il y a une autre technologie qui s'appelle le stamping. Le stamping, c'est comme quand tu mets un cachet sur une information que tu émets. Et encore une fois, dans le livre, j'en parle. On doit avoir de plus en plus de protection sur l'émetteur de l'information. Parce que quand on te balance une deepfake qui peut te détruire un pays, tu peux détruire un pays avec une campagne deepfake. Tu le pressens bien. On commence gentiment avec des films où on se méprendrait que si c'est un humain ou si c'est un fake. Bien sûr. Et ça, c'est très, 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 très compliqué parce que c'est hyper dangereux. Et tu peux le faire venir de n'importe où. Et donc, il y a dans ces architectures de deepfake, tu as l'origine de l'information. Il faut que tu la détectes. Aujourd'hui, dans nos ordinateurs, on a on a ce qu'on appelle Metadata. non, on a un numéro de IP sur l'ordinateur qui fait qu'on sait d'où tu viens. Mais aujourd'hui, on peut le faker lui aussi. On peut faker l'origine de l'information. Tu vois souvent dans des films passés, d'ailleurs dans le livre, je l'évoque à un moment donné, il a fallu, je raconte par exemple, à un moment donné, où une femme, l'héroïne du livre, s'est fait hacker. Et en fait, son digital twin, son digital twin l'a aidé à retrouver son compte et ils ont fini par remonter la piste de celui qui avait envoyé ce malware. Récemment, d'ailleurs, je crois que c'est Netflix, il y avait un film sur un ancien président qu'on avait appelé à la rescousse. C'était, comment il s'appelle, cet acteur américain qui est d'ailleurs absolument contre la politique du président actuel, qu'on a rappelé à la rescousse pour qu'il remette de l'ordre avec un malware qui éteignait toute l'électricité, toutes les villes aux États-Unis, etc. Et puis on finit par douter de ce gars. Donc en fait, avec des stratégies comme ça, tu peux non seulement complètement, on va dire, travestir la vérité, faire mettre des gens dans des positions absolument intenables, voire les faire accuser de choses qu'ils n'ont jamais commises, et complètement rendre l'information insécure. Parce que même si elle est sécure, tu n'y crois plus, parce que le deepfake, s'il est vrai, tu vas dire que c'est un deepfake. Imagine, un jour, j'avais entendu un type du gouvernement américain précédent expliquer à la télévision des mécanismes économiques qu'il ne maîtrisait pas du tout. Et pourtant, c'était le conseiller économique, un des conseillers économiques à la présidence. Je me souviens plus de son nom. Et ensuite, comme il s'est fait ramasser par les réseaux sociaux, il a expliqué que c'était un deepfake. Alors que ce n'était pas un deepfake. Mais en fait, c'était un mec qui disait que c'était un deepfake sur quelque chose qui n'en était pas parce que ça l'arrangeait que c'était un deepfake. Ce qui fait qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis le deepfake au devant de la scène comme étant quelque chose de normal. Et c'est ça le danger. Très intéressant. C'est super, super intéressant. J'ai envie de reprendre le fil. Tu es rentré, tu nous as raconté cette première boîte que tu lances, que tu as développée. Tu arrives à notamment signer un gros contrat avec cette histoire que tu as racontée.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette première entreprise que tu lances? Je sais que tu lances plusieurs entreprises et comment tu les développes et un petit peu cette étape-là de ta carrière? Oui. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans le facteur business, dans le facteur entrepreneuriat, il y a un facteur maîtrise de la technologie. Enfin, en tout cas, dans notre métier de la technologie, il y a un facteur maîtrise de la technologie ou dans tous les métiers, maîtrise du métier, maîtrise de ton équipe avec une équipe qui doit pouvoir te suivre et également maîtrise de l'environnement. C'est-à-dire que tu as un environnement dans lequel tu dois te trouver. Et il se trouve que j'ai eu de la chance d'évoluer dans un milieu bancaire. Comme je traitais des informations sensibles dans ces milieux-là, évidemment, les banques ont commencé à me faire confiance et à me prêter de l'argent. D'accord. Et donc, on a petit à petit, j'ai créé une dynamique de développement et j'ai pu scaler mes startups, parce que c'était des startups à l'époque, hein, même si on ne les appelait pas comme ça, qui étaient en train d'évoluer avec une évolution très très forte dans ce domaine-là. C'était l'architecture de la gestion de la data physique avec la robotique, la gestion de la data sur les sites centraux, la, les on avait pratiquement 80% du marché de la gestion électronique des documents. À l'époque, on digitalisait les documents. Donc, on avait pris la data, qu'elle soit physique, à travers des scanners et autres, et on scannait, on digitalisait les documents, on les classifiait. On faisait également du stamping à l'époque, c'est-à-dire on faisait comment on appelle ça, tu lui donnes une identité pour la retrouver. Donc, tout ça, on le faisait avec une équipe qui progressivement a grandi. Et on a fait de la croissance interne déjà en créant, puisque tu travaillais dans les banques et dans la sécurité, on s'est mis à travailler sur la monétique. La monétique, on s'est mis à fabriquer des cartes de crédit. Donc, il fallait passer par on était le deuxième opérateur de fabrication de cartes de crédit au Maroc. À l'époque, il y avait des sociétés comme HPS qui s'étaient lancées. J'aurais dû absolument me casser de jambes parce que je connaissais bien les créateurs de HPS qui m'avaient demandé qu'on fasse des trucs ensemble. Et j'avais dit à l'époque, tout mioche que j'étais à l'âge de 30 ans à l'époque, oui, moi je fais mon truc, faites votre truc, alors que j'aurais dû 10 000 fois faire un truc avec eux aussi, tu vois. Mais bon, c'est la vie. C'est qu'aujourd'hui, quand je rencontre Horani ou Samir Khloukri que j'ai rencontré récemment, Ouais, Abdeslam ou Alaoui. Abdeslam Alaoui, qui étaient tous des potes, parce qu'on était dans le même business, étant donné que moi, j'étais un peu concurrent de la boîte dans laquelle ils avaient été et qu'ils ont quitté pour en créer une autre. Donc, c'était un peu, tu vois, ce genre de relation. Maintenant, avec du recul, je me dis, finalement, euh, en développant cette relation avec des environnements qui, eux, sont censés être sécurisés, quand ils te font confiance, on revient au trust dont tu parlais, eh ben, ils commencent à te suivre. Et donc, j'ai créé différentes filiales. Une dans la monétique qui faisait de la gestion de gestion de cartes de crédit, ce qui est assez complexe. Hein, parce Oui, c'est ça la question que j'allais te poser, c'est comment tu es rentré dans ce domaine? Alors, on est rentré par la porte de la fabrication, pas de la gestion des cartes Ok, du porteur. ok. On est rentré par la fabrication des cartes. On s'est arrimé avec une société française avec laquelle on avait les bonnes relations. On a fait de l'archivage physique. Donc, on prenait de l'archivage et on le mettait dans des entrepôts. On a été parmi les premiers à faire ça au Maroc. Et ensuite, on a décidé de faire de la croissance externe. Et en fait, ça ne s'est pas fait par hasard. J'ai un jeune homme à l'époque qui était venu me voir pour me dire écoute, nous, on trouve que ce que tu fais, c'est pas mal et on a envie de s'associer avec toi. Comme ça, ils étaient dans l'environnement télécom. C'était un brillant chef d'entreprise que je salue aussi au passage et qui m'avait dit écoute, nous, on pense que avec toi, on peut grandir, on peut faire des choses. Et puis on a décidé donc de prendre une participation avec eux majoritaire dans leur entreprise pour la faire grandir. Et puis de fil en aiguille, on est parti dans les télécoms, donc les télécoms sécurisés. On a par exemple construit une partie du réseau Inouï à l'époque, qui était une autre paire de manches, parce qu'il fallait le sécuriser. Il fallait créer une autre société qui fabriquait des pylônes et qui était aussi dans l'environnement de transmission d'informations. Donc on restait toujours dans la data. Hein. Et ensuite, on est rentré dans l'environnement du broadcast, puisqu'on a racheté une boîte qui appartenait à un groupe français qui s'appelait Sofratel et qui, elle,
couvrait pratiquement 80% du monde de l'équipement, des salles de conférence. On rentrait progressivement dans d'autres mondes institutionnels qu'on ne connaissait pas. À partir du monde de la banque de laquelle on venait, on rentrait dans des environnements de la haute sécurité. Et c'est là qu'on a appris à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Mais quand tu réfléchis, c'est vrai qu'il y avait une partie deep tech, mais il y a une partie normal tech où on a importé des trucs qu'on revendait. Ouais. Mais moi, ça m'intéressait pas trop ça. Mon kiff, c'était d'inventer. C'était de développer des solutions in-house. Par exemple, j'avais racheté une entreprise en France qui faisait des machines de mise sous pli elle-même. Donc, qui fabriquait une marque pour pouvoir l'installer dans tous les pays où on voulait aller. C'était ma volonté. Vous voulez maîtriser la tech aussi. Voilà, c'était ce côté-là. Et donc, le groupe a grandi très vite. Ouais. Et jusqu'au jour où on m'a proposé de le racheter. Comment ça s'est passé? Enfin, comment c'est arrivé? C'est marrant parce que j'étais dans un avion pour Los Angeles où j'allais dans une formation très courte avec un ami qui se reconnaîtra à côté. Et on allait à Stanford sur un cycle court de formation parce que je me formais régulièrement et je continue. Ça, on va en parler, parce que c'est un sujet très intéressant. Je sais que tu... Ouais. Et je rencontre un monsieur que je ne connaissais pas, que mon ami me présente. Et ce monsieur travaillait dans un groupe marocain très grand, qui avait des participations dans la Silicon Valley et qui gérait ses participations dans les startups. Et on arrive à Los Angeles, on va faire notre formation, on revient à Los Angeles et on va voir un match des Lakers. Et puis on se lie d'amitié avec les gens, avec ces jeunes. Moi, j'en connaissais un, mais l'autre, je ne le connaissais pas. Et quelques mois après, ce jeune monsieur m'appelle pour me dire, écoute, je suis dans tel groupe, comme tu le sais, et on cherche à racheter, à créer un pôle techno. On veut faire un pôle qui va aller faire une IPO au Maroc. Et donc, on s'est renseigné un peu sur ce que tu faisais, et ça nous intéresse. Donc, on voudrait te proposer de te racheter. Je dis, écoute, moi, pas de problème. Je me disais que j'avais peut-être atteint un plafond de verre. Le groupe en question était un groupe extrêmement crédible. Et donc, je me suis dit, eux pourront amener mon groupe à des étapes supérieures par rapport à la mienne. Et ça, c'est un truc qu'on doit savoir faire. Il faut savoir, à un moment donné, quand tu atteins un niveau d'extrême compétence, que c'est ton premier niveau d'incompétence et que tu dois donner la main. Et ce que j'avais fait auparavant, c'est que, toujours dans ce paradigme-là, j'avais fait une grande manifestation 2 ans avant. Et dans cette manifestation, dans toutes les filiales que j'avais rachetées. Manifestation dans le sens... un événement, un gathering. Un événement, c'était à l'hôtel Casablanca de l'époque, qui n'était pas encore le Hyatt. Et à l'époque, on avait tous les présidents, directeurs généraux de toutes les filiales, qui ont été nommés présidents, directeurs généraux. Et moi, je ne devenais plus rien. Enfin, plus rien. J'étais président de la holding, finalement. Et eux étaient opérationnels. Et à ce gathering est venu le ministre de l'époque des Finances, qui est Siwelo Laït Krobrer, et il est venu avec un invité que je n'avais pas invité. Il se trouve que cet invité était le patron de ce groupe que j'ai retrouvé 2 ans après, qui s'intéressait à ce que je faisais. Et je me dis, il n'y a pas de hasard. Finalement, avec du recul, je me dis, mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il s'est dit, ce jeune, il est en train de nommer des gens. C'est une nouvelle culture. Et là, à ce moment-là, tu avais quel âge? À ce moment-là, j'avais 32 ans, 33 ans. C'était très, très jeune. Oui. Très jeune, ok. Oui, entre 33 et 34 ans. Mais ils sont venus 2 ans ou 3 ans après. Donc, j'avais déjà 36, 37 ans. Et donc, ils ont décidé de faire une audit. Donc, ils ont amené le gars en question qui s'est occupé de l'affaire, amené à HSBC. Et puis, ils avaient le pôle banque d'affaires de leur groupe qui est venu également faire l'audit. Et je me souviens, on avait passé des audits et moi, j'étais assez tranquille parce que c'était assez transparent. Parce que j'ai toujours eu cette culture de la transparence, cette volonté de dire je viens avec des normes comme j'avais été éduqué dans ce monde-là. Et donc, ça s'est bien passé et on a décidé de closer. Simplement, et ça, c'est la plus grosse erreur que j'ai fait dans ma vie d'entrepreneur, c'est qu'on m'a demandé au mois de novembre, le rachat devait se faire à la comptabilité du mois de décembre, à la valo de la comptabilité du mois de décembre. Mois de novembre, on m'a demandé de quitter toutes les fonctions. Ok. T'as quitté en novembre et la valo allait se faire un mois après. Elle allait se faire un mois après sur une compta d'1 mois après. D'accord. Donc moi, j'ai appelé mes PDG et je leur ai dit, écoutez les gars, est-ce que vous pouvez me
me donner les comptes, que je puisse voir un petit peu où on se situe. Et puis, on se situait dans des normes qui étaient super intéressantes pour que la vente puisse se faire. Et donc, j'ai quitté toutes mes fonctions. Donc, dans les boîtes, je n'avais plus Plus de fonctions opérationnelles, alors que la Valo, elle se faisait au moment où la comptabilité devait se dérouler, c'est-à-dire janvier-février. Ah, donc c'était pas en décembre, c'était l'année d'après, Ouais. l'année suivante. Et c'était je crois que si j'ai vraiment stressé dans ma vie, c'était à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais plus de visibilité. Et je voyais qu'ils avaient repris les boîtes, qu'ils avaient fait des kick-offs, que mon nom avait disparu de toutes les plaquettes. Jusque-là, ça ne me dérangeait pas trop parce que je n'étais pas dans l'ego ou quoi que ce soit. Mais ça m'a quand même titillé. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va prendre. Et pendant ce temps, ils faisaient la Valo. Et effectivement, il se passait ce qui devait se passer, c'est-à-dire que le jeune, c'est pas le patron, mais c'est celui qui était chargé de terre, a voulu briller. Donc il a dit, nous, c'est plus ça, c'est plus temps, c'est temps. Ah, j'ai dit non, ça va pas. Et donc il y a eu une espèce de bataille semi-juridique qui s'est engagée. Et finalement, grâce à une des deux personnes qui étaient à l'origine de notre rencontre aux États-Unis, qui n'était pas celle qui a fait la due deal et qui a pris en chemin, qui est venu me voir un jour après que ça chauffe assez, parce qu'avant de vendre, j'ai appelé mon acheteur et je lui ai dit, écoute, voilà, on me demande de quitter mes fonctions, je vais vendre, est-ce que tu me garantis que ça va bien se passer? Il me dit, tu peux signer, ça va bien se passer. Il est encore vivant aujourd'hui, donc il se reconnaîtra. Et au moment où ça s'est passé, il y a donc le deuxième jeune qui est venu me voir en voyant qu'il y avait du grabuge parce que je ne me suis pas laissé faire, évidemment. Et il me dit, écoute, let's find a settlement. Trouvons un terrain d'entente. Et il va falloir que tu abandonnes ta garantie de passif à l'époque. Et puis nous, on va prendre le truc. On va prendre le groupe. Bon, je me suis dit, écoute, soit tu vas te bagarrer, mais en fait, il s'agit de ta garantie de passif, donc demain, ils pourront la faire jouer, soit tu vas vendre. J'ai vendu. Et j'ai abandonné ma garantie de passif. C'est-à-dire abandonner ta garantie de passif? C'est-à-dire que quand tu vends une entreprise, Oui. tu vends des comptes finalement. Et ces comptes ne sont pas forcément vrais, même s'ils ont été audités par HSBC et une autre banque. Il y a peut-être des trucs qui se cachent derrière qu'ils n'ont pas vus. Il ne faut pas non plus penser que tout est clair partout. Et ce n'est pas une audite qui va te faire dire des choses que tu es grand. Si tu as un retour de bâton d'un contrôle fiscal, tu dois être protégé par une espèce de caution que tu donnes à ton acheteur et qui fait que s'il y a un retour de bâton pour des raisons X ou Y, indépendant de sa volonté, il se retourne et il fait jouer cette garantie. Ok. Et dans tous les M&A, dans tous les deals, ça se fait comme ça. Bon. À l'époque, c'était une boîte qui faisait que du business au Maroc et c'était d'une valeur très importante. Et donc, l'exit se passe et avec toutes les péripéties. Et puis après, je m'ennuie. Et puis je tombe par hasard sur un lot de terrain où on me devait de l'argent à l'époque où j'étais dans la tech, on ne m'avait pas payé et j'avais un lot de terrain que j'avais gardé là. Et puis j'ai décidé de démarrer une première affaire dans le domaine de l'immobilier. En fait, ce n'était pas d'immobilier, c'était des matériaux de construction. Et donc j'ai démarré cette affaire en me rendant compte que dans ce terrain, il y avait un gisement de quartzite. Quartzite, c'est de la roche. T'en es rendu compte après avoir. Après. Oui, je m'intéressais Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ah, oui, j'ai découvert que le gisement était un terrain, c'était à côté de Casa, à côté de la cimenterie de la Farge. Et c'était le gisement, c'est un gisement de quartzite qui est une roche très abrasive, Ok. mais qui sert beaucoup à la construction. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Donc, j'ai cherché les meilleurs fournisseurs de matériel et puis on s'est mis à faire de la robotique dans le domaine de la matériaux de construction puisqu'on a installé des crushers, etc. Je n'étais pas du tout de métier, je ne connaissais pas du tout. Et ça a pris. La boîte a bien marché, puis on a été à un moment donné contrôlé, on a eu des soucis, mais on a fini par être approché par un grand groupe français qui est un groupe également très important dans le domaine de la cimenterie, qui a fait une audit et qui m'a proposé de me racheter parce que j'étais à côté de sa cimenterie. D'accord. Donc c'était encore une aubaine. Et donc j'ai fait encore une belle opération financière sur ce truc, avec beaucoup moins de pincement au cœur parce que c'était pas ma cam. Mais peut-être juste si on reste sur ça. Fait 2 opérations, grosses opérations financières, 2 exits. Non, en fait, la première, c'était 5 exits. C'était 5 startups. D'accord. Chacune avait sa valo. Ok. Et agglomérée, certaines avaient déjà des filiales, donc ça faisait 7 en fait.
Et chacune avait sa valo, elle avait été évaluée chacune. Donc, c'était 7 exits Oui, oui, dans le même process. oui, oui. Ouais, c'est Oui, oui. énorme. Donc voilà, tu as vu beaucoup de process de M&A entre guillemets, d'exit, de négociation forcément, etc. C'est quoi un ou deux apprentissages que tu as eu sur ça pour quelqu'un peut-être qui demain va soit acheter une entreprise, céder son entreprise, qu'est-ce qu'il faut absolument regarder ou peut-être un conseil dans la négociation, je sais pas. Qu'est-ce qui te revient comme conseil sur cette activité-là? Écoutez, celui qui t'achète en général, c'est lui qui est en position de force. Donc, ne pas lui donner l'impression qu'il est en position de force, puisque si tu as dit oui sur le principe, un oui, quelquefois, surtout dans un environnement comme le nôtre, qui est encore un environnement qui se construit tous les jours, l'environnement marocain, un oui sur quelqu'un qui veut t'acheter, lui donne la main, lui, pour commander sur le deal, sur un ego. Encore une fois, c'est de l'humain. Et donc, j'avais dit oui, a priori, mais une fois que j'ai dit oui, dans les deux cas d'ailleurs, ça s'est posé, une fois que j'ai dit oui, eh bien, ce oui me mettait dans une situation de fragilité. Je l'avais vécu la première fois. La deuxième fois, ça s'est mieux passé parce que je n'ai pas du tout abandonné le poste d'administrateur que j'avais avant d'avoir closé le deal. Mais écoutez ton interlocuteur, écoutez ton acheteur dans le domaine du... Même quand j'étais en pétrole, quand on faisait des opérations triangulaires, je ne parlais quasiment jamais. C'est-à-dire que je me rappelle d'une scène, par exemple, où j'étais allé négocier un contrat avec le gouvernement d'Arabie Saoudite, un pays d'Afrique qui devait acheter une quantité de pétrole, et la Banque mondiale qui était dans la boucle pour faire l'opération triangulaire. Donc c'est comme ça qu'on faisait les opérations triangulaires. C'est une ingénierie qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Et je me souviens que pendant la réunion, j'étais en Arabie Saoudite. J'étais assis sur des immenses tables avec plein de gens très importants. J'étais le mioche de la banque, parce qu'à l'époque, j'avais 25 ans. Donc. Et c'était les Telex. Et pendant toute la réunion, ils se basaient sur mes Telex, parce qu'on était les deal arrangeurs du deal. Ils se basaient sur mes Telex, donc il y avait marqué Karim Amor, Karim Amor, Karim Amor. Et à la fin, le ministre du pétrole, qui était assis pour consacrer l'opération, dit ceci, il dit We don't know who is this Karim Amor, but you tell him next time he should be here. Et moi, j'étais au fond de la salle. Je parlais pas un mot. Ils échangeaient entre eux sur le truc. Il y avait les avocats, il y avait tout ce beau monde, la Banque mondiale. Donc, Banque mondiale, c'était tu avais machin. Et je lève la main et je dis, but I'm Karim Amor. Il se lève de sa chaise. J'oublierai jamais. Il vient à côté de moi. Je me lève évidemment par respect parce que c'est des gens qui ont une stature qui est très respectable. Et il me fait un hug. Wow, ok. Et il me dit, You're an Arab Muslim and you didn't even speak while we were having a meeting on your documents. I'm so proud. Comme ça. Et j'ai jamais oublié cette leçon. Parce que je pense que dans une négo, il faut savoir beaucoup écouter son interlocuteur. Non pas que tu te trouves dans une position de faiblesse, mais dans tous les cas, l'offre doit venir de lui, pas de toi. Sur cette offre, tu itères. Et à un moment donné, vous arrivez à un accord. Un deal. Et à mon avis, et c'est une philosophie que j'ai toujours, d'ailleurs dans mon groupe, quand tu viens au siège social à Sidi Maharouf, il y a 2 écriteaux au mur d'entrée. Un, c'est Just Entirely Tailored, parce que mon groupe s'appelle Just Entirely Tailored, juste totalement sur mesure. C'est-à-dire que toutes les solutions qu'on faisait dans le domaine de la tech ou dans le domaine de, par exemple, quand on a fait du logement social, parce qu'après on s'est dans le logement social après la fameuse transaction avec cet opérateur de cimenterie, on faisait des logements, par exemple, ultra personnalisés, etc. Et la deuxième maxime, qui est toujours là aujourd'hui, sur le mur, c'est Share to Grow. Partager pour grandir. C'est-à-dire que tu ne fais jamais de transaction en win-lose. Toujours une transaction en win-win. Et quand tu sens qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est très gêné parce que ça ne lui va pas, mieux vaut pas faire la transaction. Parce qu'un jour ou l'autre, tu la perds. D'ailleurs, dans la première transaction, quand j'ai vendu les 5 plus 2 startups filiales, ça s'est mal passé parce que c'était une très, très, très belle valo, mais ils avaient l'impression, à un moment donné, le jeune qui traitait le dossier, il avait l'impression que j'avais tellement bien négocié parce que j'avais imposé mes conditions, c'était ça, take it or leave it. Il m'avait rencontré dans un avion, il voulait que j'allais pour faire des trucs avec un gars qui a oublié d'être bête, qui est connu aujourd'hui, dont je ne discloserai pas le nom, mais il voyait que tout ça, ça s'était fait,
et qu'ils voyaient la Silicon Valley de laquelle ils venaient, donc ils pouvaient me faire. Et j'avais imposé les règles comme les imposent certaines startups de la Silicon Valley à l'époque. Hein. Dans les deals, qu'il faut que les deux parties soient un petit peu pas contents. Tu vois, en sortant, il faut être plutôt du côté pas content, mais slightly, et pareil des deux côtés. C'est très subtil ce que tu es en train de dire. Comment tu as perçu ça? Ah bah, j'ai fait un petit peu d'M&A, quelques années, donc j'ai fait des fusions-acquisitions. Et c'est rare que les deux soient contents. Par contre, quand les deux ne le sont pas, mais légèrement, c'est un bon deal. Est-ce que tu penses que, pour reprendre une expression que tu as employée tout à l'heure, est-ce que tu penses que c'est faked ou que c'est real, leur attitude? Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de faked, tu as raison. C'est souvent un sujet de posture. C'est un sujet de posture aussi, tu as raison. Parce que même si on est content, il faut jamais avoir. Comme dans une négociation salariale, Exactement. comme tu sais, dans les banques, il y a toujours toujours des sujets de bonus tous les ans. Et je regardais une vidéo de quelqu'un qui parlait de ça et ça m'a fait rire. C'est que c'est un petit peu un jeu d'acteur. Parce que donc, tout le monde rentre dans une salle et le chef donne les bonus au banquier. Et tout le monde dit qu'il n'est pas content. Et c'est un jeu d'acteur tous les ans où, quel que soit le niveau du bonus, il faut dire que tu es pas content. Et que tout le monde dit qu'il est pas content, mais c'est le jeu. Oui. Parce que sinon, tu auras pas plus l'année d'après. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un sujet de posture, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être aussi un peu de vrai. Et aussi ce que tu as dit qui est super intéressant, c'est le côté que le oui n'a pas vraiment de sens dans la négociation. Dans le sens où en fait, il n'y a jamais de oui, c'est toujours quelles sont les conditions, quels sont les détails, etc. Donc je suis OK pour ouvrir la discussion à faire un deal, mais il n'y a pas de oui avant de signer le deal en fait. C'est ça. Donc soit le deal n'est pas fait, Oui. soit il est fait, mais c'est jamais un oui pré-signature. En fait. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. OK, donc tu fais cette transaction-là. Euh, Ensuite, avant d'arriver justement à la tech, etc., et là aussi, c'est hyper intéressant, il y a aussi ce passage par le logement social. Oui, alors ça, c'était une expérience extraordinaire parce qu'on avait vendu donc à ce gros opérateur de cimenterie et on s'est lancé dans le logement social qui, à l'époque, était un logement qui, où les opérateurs, chaque fois qu'ils construisaient, c'était le plan des 200 000 logements de Hassan Dullah. Yarhamou. Et on avait commencé et j'avais dit à mes collaborateurs, j'avais dit, écoutez, moi, je m'y connais pas trop. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire des logements que les gens veulent, dans lesquels ils veulent habiter. Et il faut que vous ne vendiez pas des logements, mais que vous vendez des sourires dans les chaumières. C'est-à-dire une forme de, que ces populations, qui étaient des populations qui accédaient pour la première fois de leur vie au logement, devaient avoir le sourire en habitant leur vie d'habiter. Alors il fallait des ingrédients. Premier ingrédient, c'était que le logement devait être personnalisé. Donc la couleur de la peinture devait être leur couleur. Le choix de leur cuisine, just entirely tailored, juste complètement sur mesure. Donc déjà, l'environnement devait être comme ça. Et il faut que vous arrangiez qu'en scalant, toujours cette espèce de mentalité de scaler, plus vous construisez, plus vous avez la possibilité de réduire vos coûts de personnalisation et votre capacité de négociation avec vos sous-traitants. Et ça a marché. Et on a inventé un logement qu'on a déposé qui s'appelle le logement citoyen. Et qu'est-ce qu'on faisait? On construisait un logement qui était au goût des gens qui rentraient pour habiter, pour un logement de 200 000 dirhams à l'époque. On avait des environnements où il y avait des jardins hyper plantés parce que ça ne nous coûtait pas grand-chose de faire plus d'arbres, ajouter 5 arbres de plus plutôt que ne pas en avoir, donc très, très, très verdoyant. Et on avait toujours un endroit où les enfants avaient un tuteur qui venait leur faire les devoirs après l'école. C'est comme moi, quand j'étais petit, j'avais un tuteur qui m'aidait dans une classroom où il y avait plusieurs enfants de plusieurs niveaux. Donc on avait ça, on avait cette spécificité. On avait une espèce de revue qu'on avait inventée et donc c'est comme ça qu'on a commencé à être connu. Ça s'appelait Jet Second. Et on a construit un certain nombre de milliers de logements au Maroc. Et ensuite, on est allé en Afrique, en construire un certain nombre aussi, un certain nombre de milliers, avec des expériences plus ou moins heureuses, parce que dans mon expérience de start-up que je t'ai raconté, dans l'eau de ce que j'ai vendu, je me suis planté lamentablement 5 fois. J'ai fait 5 failures, mais lamentables. Quand je te dis lamentable, Je veux bien peut-être que tu en racontes planté. une ou un échec que tu as eu ou Oui, on a voulu démarrer une société qui voulait faire de l'analyse à l'époque, de l'analyse de la cryptographie
mais une cryptographie avec un nouveau modèle de cryptographie qui venait de sortir, qui n'était pas standardisé. J'ai mis énormément d'économies dans ce truc. Bon, aujourd'hui, on en parlera, on fait de la cryptographie post-quantique, mais à l'époque, c'était une connerie monumentale. Tout le monde était contre dans la boîte. Tous les managers, tous les gens, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Non, non, on va le faire. Paf, plantage. Et tu as eu des opérations où j'ai investi de l'argent, où j'ai fait confiance aux gens. Le truc s'est planté, mais je suis responsable parce que je ne l'ai pas suivi. Parce que quand tu investis quelque part, il faut que tu suives. Autrement, tu n'investis pas. Ok. Et donc, j'ai eu des plantages lamentables qui m'ont beaucoup appris. Des affaires que j'ai perdues, même dans les boîtes dans lesquelles j'étais, où j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'ai voulu, je me rappelle, j'avais fait un deal avec Xerox, où j'avais pris des conférences internationales à des prix fracassés. J'ai bousillé une filiale à cause de ça, qui était la filiale qui faisait de la prestation. Et donc, j'ai été maladroit, j'ai été un peu trop ambitieux peut-être, un peu trop optimiste, mais il faut de l'optimisme dans notre métier de tech, il faut beaucoup d'optimistes, il faut y croire. Et d'entrepreneurs en général, il faut que tu y crois, contre vents et marées. Après, ça marche, ça Et il y a marche. souvent ce juste milieu à trouver entre le fait d'y croire, mais quand même de se rendre compte que parfois ça fonctionne pas. C'est quoi les moments où tu sais qu'il faut arrêter quelque chose? Comment tu le sens? C'est une super question. Ça dépend du degré de maturité dans lequel tu te trouves. Au tout début, quand je travaillais dans l'environnement de la grosse boîte dans laquelle je bossais après avoir bossé à la banque, à l'international, tout était permis. Je me souviens, j'avais envoyé pendant la guerre Iran-Irak 2 supertankers sur le spot de Rotterdam. Et à l'époque, c'était le père Bush qui était aux commandes et il avait indiqué que chaque dollar qui était utilisé dans les transactions, quelle que soit la transaction, devait être prouvé. La Lloyds, qui contre-garantissait les bateaux dans lesquels que j'avais envoyé, moi, petit mioche de 25 ans, sur le spot de Rotterdam, n'a pas accepté de nous donner le contrat d'assurance parce que je n'avais pas garanti la totalité des fonds. D'accord. Parce qu'il y avait une des banques qui n'avait pas disclosé pour des retards de Telex. Je dis, on était en Telex, c'était l'ère de Néandertal pour toi aujourd'hui, mais c'était mon ère à l'époque. Elle n'avait pas garanti les fonds. Je crois que c'est une des. J'ai pas dormi 4 jours. C'est-à-dire zéro, rien, squad, pas dormi. Parce que j'ai eu peur qu'il arrive quelque chose au bateau. J'ai rien dit à mon boss. Et les bateaux étaient partis dans le truc. Donc, en fait, tu peux prendre des risques. Quand c'est pas ton argent, tu as moins de stress que quand c'est le tien. Là, j'en avais pris parce que j'ai une conscience professionnelle. Mais c'était pareil quand j'étais dans l'entrepreneuriat. Je faisais des choses, je prenais des risques, mais j'étais prêt à perdre. C'est un peu comme quand on te dit comment tu abordes le Bitcoin aujourd'hui. Quand tu achètes du Bitcoin, alors au début, c'était encore plus fort. On te disait, quand tu te mets dans le Bitcoin, tu n'acceptes de l'acheter que si tu acceptes que la valeur de ton Bitcoin il devient zéro à la fin. Ça devient zéro. Rien. Squat. Nothing. Nada. Et donc, cette appréhension de l'entrepreneur quand tu crées, alors quand tu as un matelas, c'est vrai, tu peux faire je vois beaucoup d'amis entrepreneurs que je connais bien, certains que tu as interviewés, qui ont fait des plantages. Alors, ils en ont peut-être parlé, d'autres pas. Moi, je dis, un plantage, c'est salutaire. Parce que ça t'apprend que tel. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que tu peux devenir un très bon entrepreneur. Malheureusement, the other side of the coin, l'autre côté de la pièce, c'est que on va en venir à quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure en filigrane, c'est la posture. Il y a des pays où la posture du plantage, c'est très mauvais. Tu es un nul, tu ne vaux rien. Et il y a des pays où la posture du plantage, c'est vertueux. Aux États-Unis, quand tu as aujourd'hui, où je travaille dans l'environnement de VC pour par exemple, M-Founders ou Endeavor, où je travaille avec un très bon ami avec lequel j'apprends beaucoup, qui est Ilan Benaim, que tu devrais interviewer d'ailleurs. Hein. Il faut absolument que tu le Qui va dans son- venir sur le Absolument. podcast. Ça, c'est un monsieur qui vraiment. On s'accompagne au quotidien. C'est un copain. On fait des choses ensemble et tout avec la diaspora. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a une bonne. C'est une génération un petit peu avant. Mais il a ses codes de plantage, pas plantage, et par rapport au pays. Et aux États-Unis, moi, je me souviens,
Et tu vois aujourd'hui même dans des dossiers où il y a des gens qui font des plantages monumentaux, le gars de WeWork, il est parti avec 1,7 milliard dollars. On lui a reprêté de l'argent pour faire une nouvelle start-up. Alors qu'il a violemment clashé la sienne à cause de bilans truqués, de soirées arrosées de manière présomptueuse. Il n'a pas vendu de l'immobilier, il a vendu un mouvement. Donc, en fonction des cultures, on peut plus ou moins se planter. Oui, alors au Maroc, c'est un peu plus compliqué. Au Maroc, se planter, c'est difficile. Donc c'est un petit peu caché. Et moi, je pense que de plus en plus, on vient vers une culture. Ça a été une question que m'ont posée les deep tech entrepreneurs qui sont à Station F tout à l'heure. Comment on voit la culture de l'échec. La culture de l'échec, ça dépend des pays. Ça dépend des circonstances. Alors c'est vrai que quand tu as un matelas où tu peux te permettre de planter, tu fais un write-off et c'est fini. Tu le vois dans les M&A, quelquefois, tu as des mecs qui achètent des boîtes, qui font des write-offs sur certaines parties des boîtes dont ils savent qu'elles vont pas scaler, ils gardent le reste et il le revend. Et avec ça, il compense sa vente et il fait son deal. Le plantage au Maroc n'est pas encore quelque chose qui est bien accepté. Et je voudrais dire aux jeunes entrepreneurs, on va y venir en fin de podcast, je suppose, puisque tu as fait le plan du podcast, que il faut véritablement que dans ton parcours d'entrepreneur, tu acceptes que le plantage soit une partie de ton équation d'entrepreneur. Et si tu ne l'acceptes pas, euh, tu, tu, tu vas t'empêcher de faire des choses qui vont peut-être t'amener beaucoup plus vite à l'endroit où tu voudrais aller, parce que finalement, c'est pas seulement la destination qui compte, c'est la manière dont tu évolues dans la destination. Et si c'est fait de plantage, ben c'est fait de plantage. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, déjà, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que c'est presque une histoire probabiliste. C'est-à-dire, en fait, quand tu es entrepreneur, tu te dis, j'ai plutôt des chances de réussir, mais je peux à n'importe quel moment rater. Mais le fait de se dire que tu peux rater, ça te permet de faire encore plus de risques, en fait. C'est de prendre encore plus de risques. C'est ça Oui, que je dis. où ça vient, Et prenons-le sur un autre esprit, mais je vais te laisser terminer. c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, le fait d'être à l'aise avec le fait de rater, ça te permet d'aller jusqu'au bout, de prendre toutes les décisions qu'il faut prendre, etc. Parce que ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie du jeu. Donc, si tu y crois, tu sais qu'à n'importe quel moment, ça peut rater, mais tu y crois et tu fais tout pour que ça fonctionne. Oui, et si tu devais rater, c'est un peu comme une mauvaise nouvelle. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu as des marchés que tu gagnes, tu as des marchés que tu perds. On t'annonce sur un contrôle fiscal. C'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Mais comment tu peux faire de cette mauvaise nouvelle une bonne nouvelle? En disant, je dois me préparer, je vais avoir des choses que je vais trouver injustes. Comment je vais pouvoir rebondir après cette expérience? Nous, on en a régulièrement des contrôles fiscaux dans nos filiales, aujourd'hui encore. On le voit comme quelque chose de nécessaire, parce que l'État fait son travail. Mais quelque part, et c'est pas pour faire du truc à bisounours à 2 balles, quelque part, ça t'oblige à savoir que chez toi, les choses sont bien réglées. Ça Ou t'oblige pas, aussi à même quand c'est pas réglé, je pense que ça permet aussi de de comprendre ce les qui mettre en fonctionne ordre. pas et de les mettre en ordre. Absolument, Ouais. de les mettre en ordre. Et quand il t'arrive une mauvaise nouvelle, que ce soit un contrôle fiscal ou d'autres mauvaises nouvelles, tu perds un marché d'une manière injuste, Ouais. ou tu as quelque chose qui te vient te frapper ton activité d'une manière forte, quelque chose de disruptif qui vient te concurrencer directement. La réaction que j'ai, c'est comment est-ce que de cette chose, et si vraiment il y a une chose à retenir de ça, parce que la vie n'est pas simple non plus, ce serait ça. C'est comment est-ce que je peux faire de cette chose quelque chose qui me fait aller encore plus loin. Et c'est intéressant parce que, alors tout à l'heure, tu as parlé de Tony Robbins, et là, quand tu parles de comment euh, interpréter ce qui t'arrive, interpréter ta vie d'une manière et savoir jouer avec cette interprétation, j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi son message. J'ai lu Pouvoir illimité. Oui, Il y a un petit peu de ça tout à fait ça. dans Pouvoir illimité. Tout à fait Je sais ça. pas si tu peux en parler parce que tu connais encore mieux, je pense, Non, Tony Robbins. c'est ce que tu dis. C'est très simpliste, mais en même temps, c'est tellement vrai. Et les choses les plus simplistes, ce que je te disais, ça se retrouve dans, je crois que c'est les principes de notre culture arabo-islamique. C'est
Donc, c'est l'interprétation que tu donnes aux événements qui fait la valeur de l'événement. Exact. C'est pas l'événement lui-même. Et donc, c'est comme un peu en IA, quand on dit, mais l'IA, certains pensent que c'est un outil, d'autres pensent qu'elle va prendre notre place. Il y a l'entre-deux aussi, on va en parler tout à l'heure à propos de l'IA générale ou le Ouais. livre, si tu veux, mais ce qui est important de retenir, en tout cas dans mon cas, dans ma vie, c'était que j'ai pris des coups, je continue à en prendre, mais c'est des coups. Tout à l'heure, je discutais avec les gens, tout à l'heure encore, la première phrase que j'ai prononcée, c'est il faut que vous appreniez, il faut que nous apprenions tous, parce que je n'avais pas cette prétention d'être mieux qu'eux. C'est des gens d'un très très bon niveau, et donc il faut se mettre exactement au même niveau pour faire des choses, pour appréhender la vie. Et je dis, il faut qu'on soit antifragile. C'est-à-dire quand on va dans des territoires nouveaux, on sait qu'il y a des cultures nouvelles, qu'il y a des pratiques nouvelles, qu'il y a des dogmes nouveaux, et ces choses-là, on doit les accepter. Penser que one size fits all, c'est complètement une connerie. On a 8 milliards de personnes, 8 milliards d'êtres humains différents. Ma compagnie nouvelle s'appelle Epi, comme Epigenetics, parce que tous les jours, on évolue en fonction de ce qu'on fait. On n'est plus la même personne aujourd'hui qu'on était hier. Et donc, tout ça, ça nous fait dire que rien n'est acquis, que tout peut changer et qu'on doit se préparer à cette forme d'incertitude en cultivant une forme d'antifragilité. Donc de dire, chaque fois que je prends un coup, il doit me renforcer au lieu de m'affaiblir. C'est le Mmh. principe d'antifragilité d'un Super. auteur que je te conseille. Il s'appelle Nassim Nicolas Taleb, qui Nassim est, Taleb. qui est superbe. Ouais, j'ai pas lu ce livre, mais c'est un concept, juste, j'ai lu le concept qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est pas être solide, c'est être antifragile, c'est différent. Donc, c'est que les contraintes te renforcent. C'est ça. Les Alors événements inattendus, si les tu es contraintes, solide, bon, tu es dur, mais tu peux tu peux te casser. casser en deux. Et donc, c'est plutôt en fait un système, il faut être un système un peu complexe qui peut être, qui se solidifie avec les contraintes. C'est hyper intéressant. Ben, tu le vis dans le domaine de la santé, par exemple, dans lequel on est, nous, dans la biotech, jusqu'au cou. Quand tu lèves des poids, quand tu vas à ta salle de sport, par exemple, quand tu lèves des poids, plus les poids C'est ça. sont Les grands, muscles sont antifragiles. voilà, les muscles deviennent antifragiles et c'est au repos qu'ils se reconstruisent. C'est mon fils qui me l'a appris et donc je te le répète. Dans un autre domaine, par exemple, le jeûne. Le jeûne, quand tu jeûnes, tu as une production de cétones. Tu as tu fais de la cétose et la cétose régénère tes cellules. Donc en fait, cette privation qui te met en situation de stress parce que tu as faim, parce que tu as besoin de manger, parce que tu es en privation, donc il y a un côté psychologique, il y a un côté physiologique, il y a tous ces côtés-là, et ben, finalement, elle te renforce parce qu'elle reconstitue ton système cellulaire. Ouais, c'est hyper intéressant. On a parlé de cette partie-là, de ces boîtes que tu as lancées, peut-être pour arriver à aussi toutes tes activités dans la technologie, et puis Epinéon, ta boîte actuelle. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu aurais pu continuer à faire du business, de l'immobilier, et entre guillemets, c'était peut-être une forme de zone de confort. Enfin, tu aurais pu facilement continuer à faire des affaires. Et avec tous les business que tu as fait, toutes les opportunités que tu as, comment tu es revenu ou comment tu es allé vers ces sujets de deep tech, vers l'IA, vers le quantum, etc., etc. Comment t'es arrivé vers tout Alors, ça? c'est une histoire très très simple. On était avec mes enfants et ma femme dans un endroit où on va souvent. Et dans mes lectures, j'ai découvert quelque chose qui m'a toujours passionné depuis longtemps. C'est un concept japonais qui s'appelle l'ikigai. Ouais, Et l'ikigai, c'est 4 cercles concentriques. Le premier te dit, si tu sens que tu fais quelque chose de bien, eh bien, il faut que tu deviennes le meilleur. Si tu es le meilleur, ça va être reconnu. Si tu es reconnu, ça va t'amener une valeur économique. Et le quatrième cercle concentrique, c'est de dire que tu dois faire cette chose pour le bien commun. Et là, tu es dans un ikigai global, complet. Et on a fait cet exercice, on a mis une vidéo dans l'endroit où on était. Et c'était un coach d'origine, je crois, bengali ou indien, je me souviens très bien, qui était très apprécié de mes enfants, parce qu'il fallait que je mette un coach qui parle de l'ikigai, qui soit cachère pour eux, qui soit halal. Et on s'est mis à regarder cette émission. Et à la fin,
on s'est posé des questions entre nous sur comment on se voyait les uns les autres. Donc j'ai fait cet exercice avec mes enfants. Et qu'est-ce qu'on attendait de la vie? Comment on se voyait? Quels étaient nos talents? Comment on pouvait les mettre au service? Et petit à petit, on a fini par, conversation à table, les jours d'après, à cultiver et je me suis aperçu pendant cet exercice que la technologie, l'innovation, l'invention, la découverte manquait cruellement. Et c'est là que j'ai décidé de redémarrer dans la tech. Mais il fallait que je fasse un choix, c'est-à-dire redémarrer dans la tech, c'était, j'étais près de mes 58 ans, donc c'était, quand même, proche de la retraite classique. Donc je me suis dit: «C'est le moment, mais tu dois larguer ce dont tu t'occupes», qui était l'immobilier, l'infrastructure, dont je m'occupais encore, dont je m'occupe un petit peu, mais où j'avais nommé un CEO qui était un de mes associés, à part entière, comme j'avais fait la première fois. Ça avait marché, donc je me suis dit: «Ça va peut-être marcher dans l'autre». Et donc je me suis dit: ça y est, tu coupes, enfin tu coupes, tu laisses, ça à quelqu'un d'autre et tu te concentres dans ta tech. Mais qu'est-ce que tu vas faire comme tech? Il se trouve que comme je m'étais fait opérer d'une tumeur au cerveau depuis, il y a 30 années en arrière, où j'ai failli perdre la vie, heu, j'avais une tumeur de la taille d'une balle de ping-pong. Et si je n'étais pas allé voir un médecin, le lendemain, d'une visite que j'avais fait impromptue chez mes parents, où je ne voulais pas aller dans leur résidence de vacances, et où je m'étais forcé à y aller parce que je me suis dit que ma mère, quand elle m'avait demandé d'y aller, elle avait pleuré et que c'était pas logique que je n'y aille pas, comme j'avais pas beaucoup vécu, avec eux. Heu, je me suis aperçu en allant faire mes analyses que j'en avais plus pour longtemps et que j'allais perdre l'usage de la vue, puis de l'odorat, puis de l'ouïe, puis tous mes sens allaient disparaître et puis que j'allais y passer puisque c'est ce qu'on appelle un adénome hypophysaire, c'est quelque chose que tu as derrière, l'hypophyse et qui peut te provoquer des dégâts irréversibles au niveau du cerveau. Et j'avais eu beaucoup de chance, Bridat Loualidine, c'est là que j'ai appris Bridat Loualidine, c'est pour ça que j'adore, Ilan dont je parle parce que c'est un Mordé Loualidine, je le vois comment il fait avoir avec ses parents, pour moi c'est un bon critère. Donc je me suis aperçu au fur et à mesure des années que je me nourrissais sainement, que je faisais du sport, que je devais rester fit et malgré ça, j'ai attrapé un diabète et une hypertension. Je faisais des cataplexies, je m'effondrais, après les repas et je me suis dit: «Il y a quelque chose qui ne va pas» et j'ai commencé à étudier cet environnement La santé, métabolique, oui. et je me suis aperçu que c'était des maladies métaboliques, dont des syndromes métaboliques, des dysfonctionnements métaboliques. Et puis j'ai vu que finalement, ça touchait pratiquement 2 à 3 milliards de personnes dans le monde. Et j'ai regardé comment c'était soigné. Et je me suis aperçu que c'était soigné avec des moyens où, quand tu faisais de l'hypertension, on te donnait de la statine. Quand tu devais te piquer, tu te piquais 6 fois par jour. Je voyais, ma grand-mère, qui était diabétique, se piquer. Je voyais le sang, sortir, je la voyais se faire vraiment, c'était horrible pour moi de voir comment on faisait. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans les life sciences. Et donc, la premier niveau de recherche qu'on a abordé, c'était de développer des outils qui te permettent de tracker ta santé de manière non invasive. Donc, sans qu'il y ait de pénétration d'aiguille ou de quoi que ce soit. C'était mon motto. C'était euh, euh, d'inspirer un bien-être résilient, encore une fois, ultra personnalisé pour le futur de l'être humain. OK, ça c'est la mission de C'est la mission globale. Et, et donc, j'ai commencé par ça parce que j'étais touché. Et puis, quand j'ai commencé à rencontrer mon co-founder et mes scientifiques, je me suis aperçu qu'il y en avait une bonne moitié d'entre eux qui avaient le même syndrome que moi, les mêmes signaux que moi. D'ailleurs, il y en a un qui devait venir aujourd'hui, qui malheureusement a été hospitalisé parce qu'il a fait un effondrement, bon, pour d'autres raisons. Donc, on se presse d'arriver à trouver des solutions. Il a une hypertension différentielle, pas dans les mêmes côtés. Et donc, on est en train de travailler sur ces techs, dont on va en sortir certaines en 2025, pour pouvoir aborder ce marché des 3 ou 4 milliards de personnes qui connaissent ça et pouvoir les aider. c'est hyper intéressant et quand on a discuté avant le podcast, tu m'as dit les 2 grands problèmes, c'est le sucre et le stress. Oui, oui. Alors, quand on regarde, alors,
Alors, tu peux après avoir des problèmes dits des maladies rares, Mmh. des maladies spéciales. Mais dans la plupart des maladies, tu prends les maladies cardiovasculaires, tu prends le cancer, tu prends le diabète et les dérivés, diabète de type 2 ou prédiabète, diabète de type 1, où tu es insulinodépendant pour l'être devenu depuis ton plus jeune âge ou l'avoir hérité de tes parents. Tu prends un diabète de type 2 qui peut être insulinodépendant où tu dépends de prise d'insuline. Toutes ces maladies-là, l'année dernière, on a découvert que le cancer était une maladie métabolique. Ah ouais. Pourquoi? Parce que, entre autres, pour revenir à ta question, le sucre, qui se traduit par différents éléments, tu peux l'avoir par le sucre lui-même que tu manges en tant que tel ou que tu bois dans ton thé, des bonbons, tous les candies, tu l'as dans le pain. Alors, juste une chose pour te donner une idée. Le niveau de sucre que tu as dans le pain est supérieur au niveau du sucre que tu as dans le sucre à poids égal. C'est fou, hein? Parce que la farine, quand elle est hyper raffinée, elle monte son niveau de glycémie et à densité égale, un morceau de pain est plus glycémique qu'un morceau de sucre. Incroyable. C'est fou. C'est fou. Et donc, tu en arrives à la nutrition transformée. Et c'est devenu mon ennemi. Je me suis dit, je dois me battre pour encourager les gens, avec mes scientists qui étaient autour de moi, à avoir une nutrition qui soit ultra personnalisée et qu'ils puissent tracker leur niveau de santé d'une manière tout à fait naturelle à travers des wearables. Et c'est ce qu'on est en train de produire à travers des technologies comme des IA explicables qui font des diagnostics ou des simulations quantiques qui nous permettent de découvrir des matériaux spéciaux, des fréquences spéciales. On utilise des technologies, 3 grosses technologies dans notre quête de pouvoir avancer sur les maladies métaboliques. En tout cas, les renverser. La première, c'est qu'on s'est aperçu que le monde quantique était un monde que moi j'adorais à l'époque parce que je faisais beaucoup de sciences, étant mathématicien de formation, et j'adorais aussi le business, donc la vente, donc je me suis aussi formé là-dedans. Ce que j'ai fait, c'est que très tôt, on a travaillé sur des algorithmes qui existent. L'IA existe depuis 1957. 57, c'est pas d'aujourd'hui. Mais toutes les IA étaient basées sur de la data. Alors, la data était plus ou moins biaisée, mais c'était de la data, la vraie data. Aujourd'hui, c'est de la data qui est générée par un monde qui est un monde d'IA générative, dont quand tu veux être dans la deep tech, tu dois un peu t'éloigner. Pourquoi? Parce que ça n'est pas une IA explicable, c'est une IA qui peut halluciner. Ça veut dire qu'elle peut être fausse. Elle peut donner de fausses informations. L'avantage des large language models, des modèles de langage large, c'est qu'ils embrassent toute la data du monde, mais l'inconvénient, c'est que tu es dans la loi des grands nombres et dans la loi de la moyenne. Et donc, forcément, à un moment donné, elle va te sortir des bêtises, des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu recherches et que tu vas prendre pour des vérités parce que, comme c'est un modèle de langage, il va te le mettre de manière cohérente. Donc, les outils qu'on devait utiliser dans la deep tech, c'était des outils qui étaient soit issus de la mathématique fondamentale, donc tu rentrais dans des domaines de la mathématique et de la physique, donc on s'est approché beaucoup des théories quantiques, et comme les ordinateurs quantiques, demain il y a un panel auquel je participe sur les ordinateurs quantiques, mais sur le calcul quantique, le calcul quantique n'est pas encore stable. Le calcul quantique est un calcul qui est beaucoup plus puissant que le calcul mathématique classique. Ça reste un calcul mathématique, mais dont la matière première est dérivée du quanta. Le quanta, c'est aussi un dérivé de l'atome qu'on appelle le qubit. Et pour pouvoir faire ces calculs, tu as besoin de mettre en superposition des qubits pour éviter qu'il y ait du bruit et que le calcul puisse se faire. Je te le vulgarise à l'extrême. Tu as une obligation pour pouvoir calculer à des profondeurs extrêmement puissantes de mettre tes atomes en superposition pour qu'ils puissent arriver à cette profondeur de calcul. Alors après, en même temps, il faut qu'ils soient en intrication pour que ça veut dire que l'un puisse dépendre de l'autre, mais dès que tu regardes l'un, l'autre s'éteint. Donc tu as une problématique dans l'intrication qui fait que tu as
c'est un monde finalement qui est extrêmement instable dans l'absolu. Et c'est pour ça que Dieu existe, je suppose, c'est parce qu'on est dans un chaos organisé avec un réglage fin de l'univers qui fait qu'on est dans des dynamiques purement quantiques. Et dans mon livre, j'en parle à un moment donné en disant, mais notre intelligence, on la compare à celle d'Einstein parce que quand on voit par exemple l'arrivée de l'intelligence générale, moi je la vois arriver avant 2029, je l'annonce dans mon livre, et je la définis. C'est-à-dire, je dis, voilà à quoi elle sert. Voilà ce que c'est. Pour moi, l'intelligence générale, c'est quand, depuis que tu te réveilles le matin jusqu'au lendemain où tu te réveilles, 95% de ce que tu fais peut être fait par une IA, mieux que toi, plus vite que toi, moins cher que toi. Choisis ton camp, camarade. Donc, il y a aujourd'hui des IA qu'on peut qualifier avec des scientifiques comme ChatGPT sont avec un QI de 170-180. Einstein était à 155. Elles sont déjà plus intelligentes que lui. Mais quand on est dans une courbe d'évolution de l'IA, comme on la connaît aujourd'hui, qui évolue 2 fois par an, donc tu es dans une exponentielle de l'exponentielle. Ouais. Et donc tu vas te retrouver avec une IA avec un QI de 1000 dans quelques années. Mais déjà, l'IA d'aujourd'hui, moi j'avoue, en mathématiques, l'IA me bat. Elle est capable de faire des calculs mathématiques mieux que moi. Dans les sciences de la vie, elle a des choses qu'elle sait maîtriser, plus que beaucoup Par exemple, quand tu soumets une radio, par exemple, au médecin, Oui. ils ont fait un test auprès de milliers de gens, et ils ont demandé, est-ce que vous feriez confiance au résultat d'un radiologue ou au résultat d'un calcul par une IA? 85% ont dit IA. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à détecter ce que n'arrive à pas détecter, ce que l'œil humain n'arrive pas à détecter. Bon, ça fait partie des technologies, mais il faut que ce soit des IA explicables, c'est-à-dire qui viennent de data qui soient nettoyées, qui soient propres. Quand tu fais un diagnostic médical, tu ne peux pas se servir de ChatGPT. Ceux qui disent qu'on peut le faire, c'est faux. Tu vas finir par faire des choses et puis elle devient de plus en plus instable finalement. Et bien qu'on ait des outils aujourd'hui pour rendre l'IA plus explicable, on a par exemple la technologie du Tree of Thoughts, mais qui est très longue, qui est très coûteuse en inférence. En inférence, c'est le coût du calcul. Donc, on se base sur des IA explicables. Maintenant, les technologies post-quantiques, quantiques, de simulation quantique, puisque le quantique n'est pas encore stable, tu simules. Donc, tu peux le faire de deux manières. Tu peux le faire d'une manière où tu utilises une simulation analogique, qui est d'utiliser un vrai ordinateur quantique, mais sur des temps de calcul très, 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 très courts. C'est en microsecondes, en secondes ou en dizaines de secondes, parce qu'au-delà, c'est plus stable, donc tu ne peux plus calculer. Et ensuite, tu vérifies avec un supercalculateur, avec des GPU extrêmement puissantes pour vérifier que le calcul que tu as trouvé, c'est de la vraisemblance. Et tu colles tout ça entre toi et tu découvres des matériaux, tu découvres des fréquences, etc. Comment tu es arrivé dans l'IA? Peut-être je parle de la dernière phase depuis 2020 où il y a eu GPT-2 ou 3, je ne sais pas, qui a vraiment. Oui. Comment tu es arrivé dedans et qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de travailler, de voir les choses, etc. L'IA déjà, quand l'IA générative, quand elle est apparue au grand public en novembre 2022, c'était un miracle pour les gens. Et nous, on utilisait l'IA bien avant. D'abord parce qu'on faisait des algorithmes qui étaient basés sur de la data, donc des calculs, comme font les spécialistes de l'IA aujourd'hui. Ils ne font pas trop confiance à l'IA générative si ça n'est pour communiquer, parce que c'est un outil de langage. Donc les chatbots, tout ça, ça marche très bien. Répondre au téléphone, te faire tes lettres, te faire tes trucs, c'est merveilleux. Tu passes derrière, mais moi, j'ai d'ailleurs, je le dis dans le livre, je dis à un moment donné, l'IA est une technologie schizophrène. Pourquoi? Parce que pendant que tu lui as demandé de te lay down, d'écrire toute la technologie marketing de la boîte dans laquelle tu bosses, ton RH est en train de te virer parce qu'il n'a plus besoin de toi. Donc, il y a une forme de schizophrénie. Tu t'extasies d'un côté et de l'autre, tu es en train de te faire lourder. C'est vrai. C'est pas facile. Et c'est pour beaucoup de cas. Ensuite, les IA vulgarisées comme elles sont aujourd'hui permettent de faire des choses qui sont quelquefois magnifiques. Tu as des IA qui font aujourd'hui, tu as des IA qui peuvent te permettre de concevoir des systèmes qui sont un petit peu à la limite de la recherche fondamentale. On va y arriver dans moins de 2 ans. Des IA qui sont capables de trouver des choses mieux que l'être humain. Et on a des niveaux, mais ça dépend des niveaux de recherche aussi. Ça dépend de la complexité. Et c'est la raison pour laquelle moi, je défends beaucoup 2 technologies.
La première, c'est le biomimétisme, qui est celle de dire qu'on doit imiter la nature. Par exemple, pour découvrir cette technologie qu'on doit sortir, qui est en cours de validation, d'entraînement, de vérification, pour pouvoir de manière non invasive détecter la glycémie et son corollaire en insuline, on avait besoin d'utiliser des technologies quantiques. Mais derrière, on a utilisé aussi des technologies qui viennent de la nature, notamment d'un poisson qui s'appelle le poisson-éléphant. Et le poisson-éléphant a une caractéristique, par exemple, c'est qu'il a des fréquences de détection qui sont très lointaines. Donc, tu peux rentrer en imitant tout à l'heure, j'étais avec un deep tech entrepreneur qui utilise le nez du chien pour détecter le cancer. C'est du biomimétisme, par excellence. Après, tu mets de la data derrière et tout, c'est magnifique. C'est un Marocain. Génial. Il y a beaucoup de gens qui font de merveilleuses choses à travers le biomimétisme. Et donc, quand tu alignes ces technologies et que tu alignes une technologie explicable, donc Tu disais biomimétisme et une deuxième technologie. qui est la technologie quantique. D'accord. Donc, ces Ok. technologies-là, Dont tu parlais. Ok. technologies qui sont complexes. Et pourquoi on en est arrivé au quantique? Parce que le seul univers au monde, tu vois la plante que tu as derrière toi, le seul univers au monde où il y a une intrication et un équilibre quantique, c'est le monde des plantes. Et tu ne sais pas pourquoi. Et nous, en train de réfléchir, on est en train de réfléchir à imiter le monde des plantes pour arriver à faire des calculateurs quantiques. C'est une des voies dans laquelle on pourrait s'engouffrer si on voulait demain faire un calculateur quantique. Parce que tu l'as devant toi et tu peux arriver à le détecter. Aujourd'hui, malgré tous les essais, les calculs quantiques, les recherches sur le quantique depuis 30 ans, ça reste instable. Ouais. Donc, mais c'est cette découverte par la nature qui m'a amené à me dire qu'on pouvait faire des choses dans le quantique. Très intéressant de voir finalement le lien entre IA, quantique, santé. Parfois, on voit comme des technologies très différentes, mais en même temps, ça peut être relié. Et j'ai envie de parler de ton livre, parce que tu parles beaucoup de technologie, beaucoup de ce que ça change pour les gens, pour le monde, et approché par un angle intéressant, parce qu'avec un angle, par des personnages qui représentent un petit peu des archétypes. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre et comment ça s'est passé, quoi? Enfin, comment tu t'y es pris? Comment tu as lancé ça? D'où c'est venu? Alors, mon livre, j'avais écrit déjà 2 premiers livres, dont le premier était un livre qui s'appelait Surprenants entrepreneurs marocains, Oui. qui était un livre que j'avais écrit précisément pour aller contre les préjugés sur l'argent. J'en parlais tout à l'heure avec un ami qui est passé dans ton podcast d'ailleurs, avec qui on a déjeuné, et il me disait oui, l'argent est tabou dans ce pays et dans beaucoup de pays. Et je disais oui, c'est un héritage probablement de la culture française qui, elle, n'aime pas le premier de cordée, qui était ce qu'avait prononcé Macron à son grand désarroi parce que tout le monde était tombé dessus à ce moment-là. Mais ce dernier livre, je l'ai écrit parce qu'on touchait des technologies tellement profondes, tellement lointaines du vrai monde qu'on connaît tous les jours, parce que le monde du quantique, en réalité, si tu devais te dire combien il y a de gens qui savent maîtriser ce monde, il y en a peut-être à peu près 1000 dans le monde qui maîtrisent, de gens qui savent programmer des IA quantiques, des gens qui savent travailler sur des outils quantiques. Il y en a très, très peu. Ouais. Très, très peu. On a 8 milliards. Il y en a une poignée de milliers qui savent le faire. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet de formation. Et je me suis dit, dans ma petite tête, il faut écrire un livre pour expliquer où est en train d'aller l'IA, parce qu'elle va très vite, expliquer les côtés pink, les côtés roses de l'IA, les côtés noirs, sombres, très forts de l'IA à travers des exemples. C'est une fiction réaliste où je raconte comment une mafia fait descendre des calculateurs quantiques à moins de 300 mètres de profondeur dans la mer avec des supercalculateurs à côté, et comment ils sont arrivés à détruire le système de blockchain en récupérant les clés publiques et privées, parce que le système de blockchain est beaucoup plus complexe que ça à détruire, même avec des outils quantiques, parce que tu as les problématiques de lag time sur les réseaux télécoms. Ça, c'est de la technique, mais en fait, quand tu arrives à avoir les deux clés, tu arrives et ça, on peut le faire aujourd'hui. Un outil quantique peut rentrer au Pentagone en 5 minutes. Ouais. Et dans ce livre, il y a différents personnages. Et je me demandais s'il y en avait un où tu penses qu'il te représentait toi. Ça, c'est une question. Est-ce qu'il y a un personnage qui est où
as mis un petit peu de toi et Oui, tous les personnages, dans tous. Dans tous, tous. sans exception. Ouais, c'est Les scènes absolument cultes du livre se passent à Ben Grir, à l'UM6P, là où on se trouve aujourd'hui. ce que j'allais te dire. Et c'est des scènes où je mets en scène le président de Ben Grir que je décris comme montant sur le pupitre pour welcome Président de l'UM6P qui fait venir, qui reçoit le monde entier de ces gens qui sont des sécuritaires de tous les pays du monde, qui reçoit les techs, les plus grands techs du monde, les plus grands philosophes des sciences du monde, les plus grands philosophes de la philosophie sociale, en même temps pour discuter de l'avenir de l'humanité à l'aune de l'IA forte, de l'IA générale. Et ça se passe ici avec des scènes cultes où on décrit la dimension éthique qu'il faut avoir, et je donne 12 règles d'éthique que je pense qu'il faut avoir en tant qu'utilisateur de cette techno qui me fait peur à un moment donné. Ouais. Tu vois, c'est intéressant, c'est un petit peu comme les règles pour les robots. Je sais plus oui, qui ça. c'est Asimov. Asimov. Oui, absolument. Mais c'est allé plus loin, puisque dans cet amphi qui est le 2017 où on se trouve aujourd'hui, je raconte comment différents pays se sont regroupés entre eux pour discuter de différentes thématiques. Alors, il y a le layer politique, donc l'impact politique de l'IA, l'impact technologique de l'IA, l'impact sociétal de l'IA et l'impact philosophique de l'IA. Et des IA et des calculs quantiques. Dans le cas des IA fortes. Donc, le qui ont une intelligence plus forte que les êtres humains, donc quasiment tous les l'IA PV. forte, dans le livre Ouais. que tu m'as fait l'honneur de lire d'ailleurs. Merci pour ça. C'est oui, que j'ai lu, que je conseille, qui est intéressant parce que déjà il vulgarise beaucoup. Il prend ces archétypes qui te permettent d'avoir une compréhension en fonction des personnages, dont un personnage, donc Sarah, qui se rend compte un petit peu de ce qui se passe autour d'elle, de toutes les nouvelles technologies, qui en a un petit peu peur. C'est intéressant. Et ouais, c'est un livre que vraiment que je conseille, donc qui s'appelle Renaissance Now. Il s'appelle Renaissance Now. Pourquoi? Parce que je pense, et d'ailleurs tu vois mon signe ici, qu'on est dans un siècle de renaissance. Et je pense que c'est une renaissance où l'être humain, et c'est la leçon du livre, doit se remettre en question sur le paradigme qu'il a de la vie qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il a des risques existentiels. Le premier risque, qui est un risque court terme, qui ne me fait pas beaucoup peur, mais qui est quand même fort, c'est qu'on va avoir une modulation de la société. Beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Ouais. Un chauffeur de taxi va se faire remplacer très vite dans les 2 années à venir par des taxis autonomes. Il commence à y en avoir de plus en plus. Tu me diras, il y a des prérequis. Je pense que ce shift, on va le voir arriver pendant les 10 prochaines années. Et c'est la technologie, elle va s'installer dans les différents pays, mais d'une manière différemment distribuée. Il y a eu un moment fort récemment, qu'on a tous vécu, qui est le moment Spoutnik de DeepSeek, qui était un moment où la Chine a dit à travers DeepSeek, tous les pays sont capables d'avoir une LLM. Avant DeepSeek, on pensait que c'était l'apanage d'une quinzaine de sociétés dans le monde. Et pourquoi je crois beaucoup dans la culture quantique et des calculs quantiques? Parce que je pense qu'un des risques existentiels, en dehors du fait de perdre ses emplois, de deepfake dont on a parlé, etc., c'est le risque qu'on perde le contrôle sur l'IA. Et si on perd le contrôle sur l'IA, dis-toi que par exemple aujourd'hui, 80% des IA qui sont dans les repositories, dans les Hugging Face ou dans les GitHub, là, on va dire, on dépose le code voilà, des logiciels. sont auto-générés. Ça part qu'il n'y a pas la main humaine. 80% du code généré est généré par de l'IA. Et auto-généré par de l'IA. Donc, comment tu veux pouvoir appréhender une IA qui s'est auto-générée avec des outils qui sont cette fois-ci, et là je le cite dans mon livre, c'est le grand danger, c'est l'IA autorécursive. Donc, c'est une IA qui se reproduit, qui s'améliore. Elle s'améliore elle-même. Le reinforced learning, avant on avait le human feedback. Aujourd'hui, elle peut s'auto-renforcer en se donnant des bons points et des mauvais points toute seule. Donc, c'est reinforced learning with no human in the loop. Donc, tu n'as pas d'humain qui te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, elle se culture elle-même à le faire. Et je pense que ces IA-là,
il faut pouvoir les cantonner. Il faut pouvoir avoir, et c'est pour ça que je raconte cette scène à UM6P où les gens arrivent à Marrakech, ils viennent ici en bus électrique, il se passe là, et cet univers est merveilleux pour porter, parce que c'est un univers de la recherche, c'est un univers du savoir, c'est un univers du développement et d'entrepreneuriat. Et donc, tu vois, dans cet univers, j'ai considéré que dans la face du monde, c'est pas un livre commandé. C'est un livre que j'ai fait où j'ai considéré que les scènes, tu vois le siège social de mon groupe, où tu as les ascenseurs transparents qui montent jusqu'en haut, tu as des escaliers en quinconce, tu les as dans le bouquin. Donc, j'ai pas inventé. Et donc, les personnages dont tu parles, c'est des personnages vrais, des situations vraies. Et un de mes coachs, par exemple, qui s'appelle Peter Diamandis, il s'appelle Walter dans les livres. Ok. Un autre personnage qui s'appelle Mo Gaudat, qui est l'ancien patron de Google X, la nouvelle, qui est si tu veux, le laboratoire de recherche de Google dans les nouvelles, dans les inventions, les laboratoires d'innovation. Tous ces gens-là sont dans le bouquin, mais ils sont appelés différemment. Tu as Yuval Harari, Ouais. qui s'appelle Shlomo, du nom de son père. J'ai repris des personnages réels. J'ai repris les gens qui font des transports autonomes, des gens qui mettent des broches dans le cerveau, je ne vais pas les nommer, des gens qui ont à leur disposition des algorithmes qui ont le monopole, des gens qui connaissent ta vie mieux que toi parce que tu leur as donné les restaurants où tu allais, avec qui tu faisais ça depuis 40 ans et qui te connaissent mieux que toi. Donc tous ces gens, je les ai repris dans le bouquin. Et donc tu as la big tech, tu as les politiques, tu as les sociologues, tu as les philosophes, notamment les philosophes des sciences et les philosophes de la vie, qui se regroupent ici. Et c'était un moyen de dire, les gars, il faut qu'on soit tous ensemble pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Et je dis que nous avons l'habitude de voir la vie sous le prisme des 3 plus dimensions d'Einstein, et qu'il faut peut-être aller chercher dans la culture quantique, de la théorie des cordes, par exemple, ou d'autres théories, comme la théorie, par exemple, que dans le yoga a 16 niveaux d'intelligence. Il faut aller chercher d'autres repères, parce que notre vie ne va plus être la même. Peut-être que nous aurons... L'IA est une technologie qui est déflationniste. À un moment donné, je dis, on va tout acheter au niveau d'un ticket de bus. En fait, l'IA commoditise tout. Tout. Elle disrupte tout, elle est disruptive, elle est démocratique, elle démonétise, elle démocratise par voie de conséquence, et donc elle est partout. Et aujourd'hui, un enfant de 14 ans peut utiliser n'importe quelle IA open source chez lui et fabriquer des molécules qui peuvent tuer une ville. Ouais. Aujourd'hui, il peut y arriver. Et donc, on a une obligation, nous, les tech entrepreneurs, les big tech guys, les politiques. Mais les politiques, tu ne peux pas leur en vouloir, ce n'est pas leur métier. Eux, ils font de la politique. Donc, il faut qu'il y ait, d'où c'est Sam Altman qui essaie de... En fait, quand tu le connais bien, Sam Altman est quelqu'un pour lequel l'ambition suprême, c'est la superintelligence. Oui. Où tu es quasiment face à une intelligence que tu dois... qui domine, qui te Tout. permet de tout dominer. Oui. Et là, tu as 2 écoles. Tu as l'école de dire elle va t'éliminer, et tu as l'école de dire tu dois fusionner avec elle. Moi, je fais partie de cette 2e école. Et tu as une 3e école pour protéger que l'IA ne t'échappe, et c'est pour ça que j'y crois beaucoup, qui est l'école quantique. Parce qu'un ordinateur quantique, c'est un ordinateur, pour te donner une idée, 200 secondes, un calcul d'un supercalculateur, c'est 10 000 années. D'un ordinateur quantique, c'est 10 000 ans d'un supercalculateur. Quand on a découvert les dernières puces de chez Google qui s'appelle Willow, ou la dernière puce Morjana de chez Microsoft, on a dit ces environnements, c'est des septillions d'années de calcul qu'elles remplacent aujourd'hui. Donc, tu n'es pas dans une échelle que tu peux appréhender en tant qu'être humain aujourd'hui. Tu ne peux pas l'appréhender. Si je te dis 10 milliards d'années, qu'est-ce que tu vas te dire? Ouais. Tu ne peux pas te projeter. Donc, comme tu ne peux pas te projeter, tu dois avoir l'humilité de dire « je dois me réinventer, je dois être en renaissance, je dois appréhender ça d'une autre manière que celle dans laquelle j'appréhende. Je dois peut-être avoir d'autres valeurs, d'autres repères que celui de l'argent, que celui de
des repères peut-être Oui, beaucoup plus humains. potentiellement, je veux dire, le système de valeurs pourrait complètement évoluer Absolument. avec ça. Absolument. Et je vais te raconter une anecdote qui est vraie. Et j'ai eu une dispute familiale, matrimoniale à cause de ça, parce que j'avais raconté ça à ma femme pendant que j'écrivais le livre. J'avais, il y a quelques années, acheté une petite ferme près de Casablanca. Ouais. Et je n'avais pas terminé la transaction. Et elle était restée suspendue. Et imperceptiblement, pendant que j'écrivais le livre, j'ai appelé mon notaire pour lui dire: tu me termines l'achat de cette ferme à tout prix. Tu me boucles l'histoire. C'est fini. Il faut donner ce qu'il faut donner, on fait le truc, mais pourquoi? Parce que je me suis dit peut-être que demain, et je raconte l'histoire dans le livre d'une jeune femme qui travaillait dans une administration en Afrique et qui finit par revenir alors qu'elle relie tous les ans. Elle revient tous les 6 mois, puis tous les 3 mois, puis tous les mois, puis toutes les semaines dans son village. Et à un moment donné, le chef de village lui dit: mais pourquoi tu reviens toutes les semaines alors qu'avant tu venais jamais? Il lui dit: parce que autour de moi, tous les emplois disparaissent et que j'ai envie de reprendre. Tu sais, avec Schitflat, c'est exactement ce qu'elle était en train de faire. Et Anna, sans m'en rendre compte, British Schitflat. Bien que je ne sois pas agriculteur à la base, alors qu'on est dans un environnement d'agriculteurs. Et je me suis dit, mais finalement, c'est un acte manqué que d'avoir finalisé d'acheter cette petite lopin de terre qui est juste à côté de là où tu habites parce que c'était par hasard que c'était comme ça. Et c'est peut-être un retour aux sources qu'on va avoir, un retour à notre véritable humanité. Et finalement, moi, j'appartiens à un monde, c'est vrai, de deep tech, mais ce livre, ça m'a permis de faire cette dualité entre garder son humanité et garder dans un monde où tu es dépassé par une intelligence, parce que c'est le dernier bastion qui fait de toi un humain. C'est ton intelligence. C'est génial parce que d'abord, c'est une très très belle introduction pour le livre, je trouve, parce que là, du coup, justement, tu as déjà posé beaucoup de questions. Et en plus, j'ai l'impression qu'on a un petit peu bouclé une des portes qu'on a ouvertes au début du podcast, sur la confiance, sur l'humain, etc. En fait, ce que tu dis, c'est ça, c'est que finalement, on revient à l'humain, par l'IA, parce qu'entre guillemets, c'est ce qui nous reste, et qu'on revient à la Terre aussi. Et donc, on revient à la base, parce que finalement le reste peut être commoditisé, que le système de valeurs peut changer, que même l'importance du travail pourrait diminuer. Oui, d'ailleurs, Avec Keynes, dans ses théories, quand l'IA. tu lis le bouquin de Keynes, il revendique les 15 heures de travail par semaine. Exactement. Et donc même cette valeur du travail pourrait changer, parce que maintenant on est capable de faire beaucoup plus avec beaucoup moins de temps. Donc est-ce qu'on va tous devenir un petit peu plus artistes ou un petit peu plus voilà, je pense qu'un système de valeurs qui peut évoluer, et c'est hyper intéressant. Tu vas retrouver ton purpose, ton ikigai. En Ouais. réalité, c'est ça. En fait, chacun doit trouver encore plus. Chacun doit trouver encore plus sa voie. Donc, l'IA est peut-être là pour te botter les fesses, pour te dire: vas-y, trouve un chemin où toi, tu existes en tant qu'humain et où tu as quelque chose à apporter à la société. Ouais. Et là, tu ne peux pas être remplacé entre guillemets par une IA. Pour moi, non, parce que la conscience sera toujours Ouais. le principe C'est des cette humains. phrase competition by authenticity. Probablement que ça va compter aussi, parce que Ça, si tout le monde... tu peux pas il n'y a aucune compétition si tu es authentique, si tu es toi-même. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est super intéressant. Généralement, vers la fin des podcasts, je te pose toujours cette question dont tu as parlé tout à l'heure sur les conseils que tu donnes aux jeunes entrepreneurs ou moins jeunes, ou des gens qui veulent se lancer ou changer de vie, ou faire quelque chose de différent, ou lancer un projet. Qu'est-ce que tu leur conseilles? C'est très facile de tomber dans ce cliché de dire: faites ce que vous aimez. On est quand même dans un monde où on est encore entre les deux. Donc on n'est pas encore à l'ère où on peut se dire que je vais changer ma vie pour aller vers une vie où l'IA étant déflationniste, elle va tout me donner à vil prix. Et dans le livre, d'ailleurs, je prends l'exemple le réplicator de Star Trek, qui va exister quand les outils quantiques vont arriver, puisque ce sont ceux qui pourront stopper des IA qui t'échappent, mais par contre créer des choses à travers des structures moléculaires et créer des objets, créer ce verre avec une imprimante, créer un téléphone avec une imprimante, vraiment faire ça comme on faisait ça dans Star Trek. Bon. Et donc là, je dirais à cette jeune génération d'entrepreneurs, travailler sur l'IA est une nouvelle technologie.
Je pense que l'IA générative est une IA qui est commodétisée. Elle peut être à la portée de tout le monde. Si vous avez quelque chose que vous aimez et dans lequel vous pensez que vous avez une différence à apporter, même si c'est petit, ça va devenir grand parce que si vous devenez très bon dans cette technologie petite, vous vous adresserez à des gens qui en ont véritablement besoin. Donc, en tant qu'entrepreneur, faites-le. Et n'hésitez pas à poser des questions à vos pairs, aux gens qui sont autour de vous. Vous aurez, des fois, on a peur de poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions autour de vous sur les sujets, même aux gens que vous considérez comme très hauts. Les gens que tu as interviewés, la caractéristique commune qu'ils ont, c'est que je suis sûr que s'ils sont dans un environnement, et d'ailleurs, ils ont le sens du partage, puisqu'ils sont venus chez toi. Oui, mais c'est ce que tu dis. Moi, le premier, je leur ai demandé de venir, ils ont accepté. Donc, Voilà. Donc, c'est qu'ils ont envie de partager leur expérience. Et c'est des gens qui ne sont pas inatteignables. C'est des gens très humains, c'est des gens très accessibles. Si tu viens leur demander ou leur proposer des choses que tu penses qui vont fonctionner ou pas. Mais donc, cette notion de dire faites ce que vous aimez, je dirais alignez-le avec un vrai besoin que vous sentez dans la société. La société a encore besoin de beaucoup de choses. Alignez ce que vous savez faire avec ses besoins. Devenez le meilleur dedans au point que vous allez l'adorer parce que vous êtes le meilleur et pas l'inverse. Cette histoire de dire t'es né pour ça, c'est très, 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 très peu. Moi, je dirais c'est l'inverse. Fais un truc où tu deviens très, très bon, au point que tu deviens indispensable, qui fait que tu es reconnu comme tel et que c'est un moteur économique et que tu peux avoir énormément de gens avec lesquels le faire. Donc, c'est ça le conseil. Donc, c'est plus sois toi-même que fais ce que tu veux. C'est fais ce que tu fais de mieux pour devenir le meilleur, au point que si tu le fais le mieux, c'est que tu aimes bien. Oui. Il ne faut pas se voiler la face. Exactement. Et donc, fais-le. Et puis, je dirais, n'essaie jamais de le faire seul. Fais-le en bande. Quand je dis en bande, c'est dans le côté, on est une bande. Parce qu'une entreprise, c'est une bande. Ouais. C'est une team. Ce n'est pas un entrepreneur tout seul qui a fait parce qu'il a fait. 98% de ce que j'ai réalisé dans ma vie, c'est grâce aux gens qui m'ont entouré ou dont je me suis entouré, parce qu'ils m'ont apporté plus que je leur ai apporté. L'entrevue que j'ai eue tout à l'heure avec les 10 tech entrepreneurs qui sont à Station F, je t'assure, je suis sorti de là, la qualité des questions qu'ils m'ont posées et les paradigmes qu'ils ont sortis, c'était des leçons pour moi. Et c'est aiguise ton esprit de curiosité, sois curieux de tout ce qui peut te apporter. Connecte les dots. Essaie de diversifier. Aujourd'hui, l'IA étant une commodité, donc le savoir est devenu une commodité. Essaie de diversifier tes sources et de connecter entre elles tes points de vue. Tes points de vue. Ouais. Karim, merci beaucoup. C'était super intéressant. J'ai beaucoup appris. Merci beaucoup de m'avoir donné ce temps et d'être venu sur le podcast. En plus, dans le contexte du Deep Tech Summit, je pense que c'était... Enfin, on a parlé de tech, on a parlé de conseils pour les entrepreneurs, on a parlé de ton parcours, on a parlé de beaucoup de choses. Et c'était franchement passionnant, donc merci beaucoup. On a fait un super coucher de soleil en plus. Et on a refait un coucher de soleil, ouais. C'est la première fois que je finis un podcast comme ça de nuit. C'est génial, voilà. Et merci super. pour le podcast et merci pour le coucher du soleil. Parce que c'est la première fois que je viens à coucher du soleil en le vivant en live. En parlant. Et franchement, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et tu reviens quand tu veux. Merci Simon. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.